Crash ton venin, c'est dire tout et ce que tout le monde pense tout bas. Avec Deo Namujimbo, un écrivain, un journaliste, un conférencier. Que dire de plus? Tu as tout dit. J'ai tout dit, c'est ouais, sûr. Ouais. Bon, Un traducteur, un traducteur. Facettes, mais je suis aussi auxiliaire de traducteur. justice et traducteur interprète Voilà. de langues africaines. T'es content d'être dans Crash ton venin ce soir? Absolument, oui. C'est Est-ce une que occasion que j'espérais tu depuis attendais longtemps. Ouais. Est-ce que tu sais, tu connais la thématique de Crash ton venin? Un peu, mais tu vas me le dire. C'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bah, là, ils ont trouvé quelqu'un. C'est Moi, vrai? j'aime T'es à la bien- mesure? J'aime bien dire... à la rigueur, c'est pas que j'aime choquer, mais j'aime dire des vérités que certains préfèrent cacher. D'accord. Alors, on est parti. Alors, je vais déjà te poser la question, est-ce que tu es français? Je suis français depuis 2017, ça fait 6 ans. D'accord. Tu es né où? Je suis né, j'allais dire à la maternité, non, c'est une blague que j'aime bien. Je suis né au Congo. Tu es né au Congo. Au Congo Kinshasa. Oui. Du temps belge, c'était le Congo belge à l'époque. Parce que, il paraît que ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai 64 ans quand même. Donc je suis né une année et 2 mois avant l'indépendance. Le 19 avril, j'ai pas de chance, je suis né le même jour qu'un Adolf Hitler. Mais en 1959. En 59. Bah alors, Ça n'a rien à voir. Forte personnalité peut-être. Non, j'aimerais pas lui ressembler de ce côté-là. Est-ce que tu es issu d'une famille nombreuse? Oui, ma mère a quand même eu 10 enfants. 10 enfants. Ce qui est une bonne moyenne. Nombreuse, je ne sais pas, mais à l'est du Congo, on fait beaucoup d'enfants. D'accord. Elle a eu ses 10 enfants. C'était courant à l'époque. C'était courant, oui. Et Aujourd'hui aussi, je pense. Ouais. D'accord. Aujourd'hui aussi, je pense. Mais bon, les conditions, je peux dire quoi, matérielles, économiques ne sont peut-être plus les mêmes. Mais à l'époque, on avait beaucoup d'enfants. Parce que, bon, je crois que, je ne sais pas si c'est la même chose partout en Afrique. Mais nous sommes à l'est du Congo. Oui. D'après ce que je sais de l'histoire, on est agriculteurs. Les Bashi, ma tribu d'origine, on est agriculteurs. De père en fils? De père en fils, depuis les ancêtres. Agriculteurs et éleveurs. On élève des vaches, en fait. À 8 ans, j'amenais déjà des troupeaux de vaches au pâturage. Tu veux dire qu'au Congo, il y a des espèces de castres? Pas de caste comme tel, pas dans tout le Congo. Moi, je parle de là où tu es la né. tribu que je connais le mieux, quoi. Et donc, je disais qu'on est agriculteurs et éleveurs à l'est du Congo, donc chez les Bashi, Bukavu, au bord du fleuve, au bord du lac Kivu, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que, parce qu'on parlait des enfants, c'est que quand on était agriculteur et que tout le monde avait de grandes étendues, on avait intérêt à avoir beaucoup d'enfants pour cultiver, pour aider, pour mettre la main d'œuvre un peu, ouais. Pareil, quand on avait beaucoup de troupeaux, parce que tout le monde avait, c'était avant les guerres, ça. Tout le monde, chaque père de famille avait plusieurs vaches, des centaines, parfois des dizaines de chèvres, mais il faut s'en occuper. Et l'éducation là-dedans, est-ce que les enfants, est-ce que tes frères et sœurs et toi, vous alliez à l'école? Tout le monde en a eu la chance d'aller à l'école parce que mon père y tenait. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, soit qui n'ont pas voulu, parce que je te raconte une chose. Par rapport à les tiens, ta famille, les miens, on a tous étudié, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que ton père avait une bonne position sociale? Un peu, on peut dire ça. Crache un petit peu, développe. Oui, ça veut dire que mon père, tu vois, il est de cette génération qu'on appelait les évolués, juste avant l'indépendance. Il était officier de police. Donc déjà, il était à l'école de police. Il terminait l'école de police vers à la fin des années 50, quand je suis né. Et c'est l'époque juste où sont arrivées les indépendances, partout en Afrique. Ce qui fait que du jour au lendemain, les Blancs sont partis. Et les Noirs qui avaient un peu étudié, les Africains, qui avaient un peu étudié, ont pris la relève tout de suite. Parfois, c'est pour ça qu'on parle parfois de l'indépendance du Congo qui a été bâclée. Si je prends l'exemple de mon père, parce que c'est celui que je connais mieux. Les Blancs, c'était... tu veux dire les Belges. Les Belges. Nous, on était colonisés par les Belges. Précise. Au Mali, c'était les Français. Ailleurs, précis, c'était d'autres. C'est important. Nous, on était le Congo belge, je l'ai dit. Et donc, le jour où les Belges sont partis, du jour au lendemain, mon père, qui avait 22 ans, a été nommé pour remplacer le colonel belge qui vient de partir. À 22 ans, mon père était colonel de l'armée et commandant de la région du Nord Kivu, où se passent des histoires aujourd'hui, quoi. Donc, de ce côté-là, pour te répondre, on peut dire qu'on était plus ou moins une classe assez privilégiée. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde, parce que beaucoup ne le disent pas ou ne le savent pas, mais au Congo belge, c'était aussi l'apartheid. Il y avait des quartiers blancs dans toutes les villes, des quartiers pour les blancs, où les noirs ne pouvaient pas aller. Là où allaient les quartiers des blancs, les résidences des blancs, où allaient les noirs, c'était seulement leurs domestiques,
le chef de la police comme mon père, le chauffeur, etc. Et tout. Mais tout le reste était Moi, ce qui cantonné m'intéresse, c'est dans après. les... Quand tu me dis quand ils sont partis. Quand ils sont partis, tout ça, ça a cessé l'apartheid, puisqu'ils sont partis. Ils sont partis, oui. Donc, une fois que l'apartheid a cessé, comment s'est réaménagé le pays? Alors, une fois que l'apartheid, comme tu dis, appelles ça, a cessé, ça veut dire que les Blancs sont partis. Oui. Le pays a explosé, tu le sais. C'était la Non, mort de mais, Lumumba avec les ouais, rébellions et tout. Ça a créé Et des à cette rébellions. époque, tu avais quel âge? Oui, je venais de naître jusqu'en 60. Enfin, ce dont je me rappelle, c'est quand j'ai commencé mes études primaires en 64-65. Parce que j'ai commencé un peu tôt, enfin avant l'âge normal en fait. J'ai commencé l'école par accident. Parce que comme il y avait des guerres, on était partis vivre au village. Oui. Au village, on n'était plus en ville. Mon père était militaire, il est allé au front. Et nous, les années des rébellions, là, entre 60 et 65, la prise de pouvoir par Mobutu, on vivait au village. Et ma grande sœur, Deodat, qui est décédée, paix à son âme, et tous les aînés du village, ils allaient à l'école, je me retrouvais tout seul dans le quartier. Parce que tu faisais partie des plus jeunes. Parce que j'étais jeune, j'avais 4 ans. D'accord. Et donc après, je me suis mis à... L'école n'était pas loin, l'école du village. Donc en restant tout seul dans les jupes de ma mère, Oui. je me suis mis à aller jouer dans la cour de l'école. Et quand il pleuvait, enfin ma soeur est en classe, moi je jouais tout seul. D'abord je cassais la gueule à tous les gamins qui passaient. Et en plus un bon trait de caractère. quand je suis fils de militaire. J'ai changé depuis. Et quand il pleuvait par exemple et tout, le prof, enfin l'enseignant, maître Médard, je ne l'oublierai jamais, il me faisait entrer en classe. 2 semaines après, 1 mois après, parce que j'étais toujours au fond de la classe sans jamais été inscrit. Et chaque fois qu'il posait une question, je répondais toujours le premier et au point, je répondais bien, au point qu'il est allé dire à mon père et au directeur d'école de m'inscrire. C'est comme ça que j'ai commencé mes études à 4 ans en 2e année. Ça a été une chance? Je pense bien, oui. Est-ce que tu étais comment à l'école? Tu étais turbulent comme tout le monde. Turbulent? Tu étais bon élève? J'étais bon élève, mais ne me parlez pas de mathématiques. Mais j'étais assez bon élève. Et puis, c'était utile parce que comme je t'ai dit, on était éleveurs. Mon grand-père, il s'appelait Abraham, donc le père de mon papa, c'était un grand éleveur. C'est lui qui, je comptais jusqu'à 600 vaches parfois, tu vois. Et donc, c'est lui qui approvisionnait les Blancs. Donc les prisons, les hôpitaux, les internats. Enfin, les Belges. Oui, les Belges de l'époque. Donc c'est lui qui les approvisionnait en viande. Et moi, je venais à peine de commencer mes études, mais c'est moi qui lui lisais le journal et qui lui faisait la comptabilité, on peut dire. Tu vois? Le genre, cette semaine, tu dois livrer autant de vaches au médecin directeur de l'hôpital de Walungu, ce genre de choses, quoi. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe pour un petit qui est en cours, parce que nous, on ne connaît pas trop la guerre ici. Vous avez la chance. Pour tous ceux qui écoutent, quand on va à l'école et qu'on est en guerre, comment ça se passe? Est-ce que tu as une anecdote? Est-ce qu'il y a des souvenirs d'enfance qui t'ont marqué, qui te restent? Des souvenirs de guerre, bon, je peux en avoir. Pendant que tu étais en cours, par exemple. Je peux te dire, par exemple, que, pas vraiment en cours, il n'y avait pas d'histoire de guerre parce qu'on était retranchés au village. D'accord. Mais je me souviens qu'à un moment, mon père est revenu, c'était en 1964, mon père est revenu au village pour nous voir, il avait une voiture. Et un jour, ça je me souviendrai toujours, on jouait dans les bananeraies, dans notre bananerie à côté, qui longe la route. Et puis il y a les rebelles qui sont venus chercher mon père, pendant qu'il lavait sa voiture à 50 mètres. D'accord. Ils sont venus, ils ont entouré tout le village et tout. Ils cherchent le commandant Pierre Namujimbo. Mais lui, il les entendait. Alors les vieux qui étaient là disent, oh non, Namujimbo, il était ici hier, il est reparti faire la guerre et tout. On l'a couvert. Et donc les rebelles sont partis, ils ont dit, bon, il est parti dans cette direction. Ils sont partis avec leur camion. Et juste après eux, mon père a allumé sa voiture, il est reparti dans l'autre sens. Ça lui a sauvé la vie. Et nous, après, notre maman nous a pris, on est allé plusieurs villages plus loin. Ça, c'est un souvenir qui t'a marqué? Ça m'a marqué, ouais. Ça m'a marqué parce qu'à 4 ans, à 5 ans, bon non, là c'était en 64, je devais avoir 5 ans, j'ai vu que mon père risquait sa vie tous les jours pour le pays, déjà. Je le sentais à ce pays, mais qu'aussi, il nous mettait dans ce pétrin. Est-ce que tu comprenais pourquoi? Non, je ne comprenais pas. Je sais qu'il y avait des cons qui se battaient, mais je ne savais pas pourquoi ils se battaient. Est-ce que tu faisais des différences entre les gens, toi? Quel genre de différence? Je sais pas, par exemple entre les Belges, entre vous, entre les Hutus, les Tutsis, enfin je sais pas. Il n'y a pas de Tutsis et de Hutus chez nous. Non, on a été Est-ce que tu faisais des différences? Non, on a été
D'abord, dans ma partie du Kivu où Moi, je vivais, on ce que parlait je qu'une veux même savoir, langue. c'est est-ce que la haine était retranscrite par les parents par rapport aux histoires, par rapport à ce qui se passait autour ou pas? C'est ça que Non, j'essaie non, de non. Et comprendre. puis, je pense que même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de haine inculquée de père en fils, de parents C'est ce que je cherche à en savoir. enfants. Ouais, non. Ça existait au Rwanda. Au D'accord. Rwanda, où il y avait un problème de Tutsi et de Hutu, Ouais, tu parce nous que tu en expliqueras parles. après. Ouais. Mais au Congo, je crois que jusqu'à aujourd'hui, on est 450 tribus. Et ça s'était toujours plus ou moins bien on s'est passé. toujours bien entendu. C'est aujourd'hui C'est important de nous le dire, Oui, ça. oui, absolument, oui. Mais bon, moi, j'y aurais pas pensé, hein, si tu me Oui, le mais demandes c'est pas, pour parce tout que le monde. On ouais, est là, on ouais, essaie ouais. de comprendre. Mais c'est aujourd'hui, maintenant je réfléchis rapidement, que les gens commencent à se battre entre ethnies à cause de la politique, en fait. Ok. D'accord. Parce que, bon, un exemple simple, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent parce qu'ils sont de la même tribu que le président de la République et tout. Mais c'est pas, je crois pas que ce soit vraiment dans la mentalité des... Donc ça vient pas de l'enfance, en tout cas. Non. C'est pas je t'ai retranscrit. dit par exemple que mon père il était militaire, Oui. il était officier de Ok. l'armée. Après 1965, quand le président Mobutu a pris le pouvoir, ok. À l'époque de Mobutu, pour sa sécurité, les officiers de police et de l'armée étaient tout le temps permutés. Tu vois, c'est pour ça que je parle cette langue. C'est pour ça que j'ai grandi partout au Congo, ok. Partout. Donc tu as fait le tour et ça t'a permis d'apprendre plusieurs langues. D'apprendre plusieurs langues. Mais aussi, Tu parles quelle langue, par exemple? je parle le Swahili, Oui. de tout l'est du Congo. Oui. J'ai grandi quelques années en Bandaka, D'accord. donc le coin de Mobutu. Et puis j'ai grandi aussi à Kinshasa. Mais toute ma scolarité, je l'ai passée à Lubumbashi, dans le sud. Et j'ai eu mon baccalauréat au Bas-Congo, donc je parle Kikongo. Donc Ok. tu as eu ton bac. Quand tu étais plus jeune, tu te projetais faire quoi plus tard? Je me voyais médecin. Médecin. Ouais. Je voulais Pourquoi médecin? être médecin pour sauver les gens, pour sauver les soigner, ouais, pour soigner les gens et tout. Mais après, je me suis cassé les dents parce que je suis toujours nul en sciences exactes. Nul Et en sciences maths. exactes. En maths, surtout. Bon, en maths, je me rappelle toujours, le jour où j'ai eu 4 sur 20 en maths, moi j'ai fait la fête, quoi. Je me suis pris pour Albert Einstein. Bon, c'était pas ton fort. Hein. C'était pas mon fort, non. Ma mère voulait que je sois prêtre. Pourquoi? Tiens, Je c'est ne sais pas. intéressant. Ah ça. non, parce qu'on est de tradition catholique. D'accord. C'est une fierté quand dans une famille il y a un Il y a un prêtre ou une prêtre. sœur. Et c'était une toi qu'elle voyait religieuse. prêtre. Comme son fils aîné, elle voulait. Mais tu vois, mon Seigneur Déo, c'est pas vraiment moi, quoi, tu vois. D'accord. Mais après, mon père, il voulait que je sois militaire. Mais après, le hasard, je suis devenu journaliste, mais vraiment par hasard. Je n'ai jamais Alors tu as voulu eu être ton bac journaliste. et donc tu t'es dirigé vers le journalisme. Non, Directement? j'étais journaliste avant d'avoir mon bac. Ah, alors explique, comment c'est possible? Raconte-nous un J'ai petit peu jamais ça. choisi d'être Vas-y, journaliste. C'est le crache. journalisme qui m'a choisi. C'est je venu vais à cracher. toi. Mais Ça- ça, ça arrive. c'est pas le venin. Ça. Je Et crache pas le venin. c'est très intéressant. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je parle bien français, Oui. en fait, mon père, je commence par là. C'est la faute de mon père, si je peux D'accord. dire. Parce que mon père, je t'ai dit qu'il a travaillé avec les Belges. C'est la faute ou c'est grâce? C'est un peu les deux, je vais expliquer. Mon père, il voulait absolument que son fils aîné parle français comme le Belge avec qui il a travaillé. Tu vois, les Belges D'accord. sont partis. Pour lui, c'était et pour beaucoup de parents, C'est important. c'était un honneur Mm. indicible, un grand honneur D'accord. que son fils aîné parle bien français. Et tu sais ce qu'il faisait, mon père? Moi, j'ai pas eu de jeunesse, en fait. J'ai pas eu d'adolescence. Il était militaire, le papa, le paternel. Et quand il partait le matin, à l'école, tu vas rigoler. Quand il partait à son boulot, hein, il prenait sa Jeep, il allumait le matin, il partait au boulot. Mais avant de partir, moi j'avais un petit chien. Il prenait la chaîne de mon chien, donc la laisse, quoi, tu vois. Il m'attachait un bout de la laisse à la jambe, Oui. un autre bout au pied de son lit dans sa chambre. D'accord. Ok. Et il prenait, tu vois, le gros dictionnaire Larousse pourri, moisi, là et tout. Il prenait 5-6 pages. Il me disait, quand je reviens, tu vas m'écrire ces mots, ces 600 mots, 500 mots, sans faute. Sinon, c'était le ceinturon sur mes fesses. Parfois, j'avais du mal à m'asseoir. D'accord. Donc il était très rigide, très dur. Quand Il même. était rigide pour les études. D'accord. On rigole, avec lui, on rigole pas avec les études. Mais tu vois un peu, c'est le complexe de Tantale, quoi, tu vois. Parce qu'il y a les gamins, les amis savais qui que t'allais jouent, dire ça. les amis qui jouent juste sous la fenêtre. Mais moi, je peux pas bouger, tu vois. Et c'était comme ça toutes les vacances. Et donc, ce que je voulais dire, parce que c'est toi qui as posé la question, après ça, j'ai maîtrisé la langue française, ce qui fait que depuis, ça c'est une parenthèse, depuis 90, je suis champion du Congo d'orthographe de langue française. Ah, incroyable. Ouais, depuis par l'Alliance. Merci papa. Donc tu vois, c'est grâce à Et grâce si je suis venu à en ton France, père. c'était sur invitation du Sénat pour la remise d'un prix qui s'appelle la Plume d'Or pour la maîtrise de la langue française. C'est le Incroyable. Sénat qui m'a invité en France et je suis resté, on y arrivera. Et donc, comme je parlais bien français, partout dans toutes les écoles où j'ai étudié,
chaque fois que j'arrivais dans une école, avec les mutations, hein, dans plusieurs villes, dans toutes les écoles où j'arrivais, à l'époque, les écoles avaient des bibliothèques, parfois une petite radio, mais juste scolaire, quoi, comme ici, les lycées ou un journal de l'école. On m'a bombardé tout de suite rédacteur en chef. D'accord. Et donc, déjà, j'étais journaliste sans le vouloir. Oui, tu as mis la main tout de suite à la pâte. Mais le summum de tout ça, c'est quand, vers les années 77, ma mère avait un magasin, ici on peut dire exotique, hein, Oui. un magasin alimentation, boucherie, charcuterie, D'accord. ABC ça s'appelait d'ailleurs. Mais dans le magasin, enfin, attenant au magasin, il y avait 3 ou 4 paillotes où ils vendaient de la bière. Et on faisait des brochettes. Tu connais Nonganda, Nonganda au Congo, mais vous, au Mali, on dit pareil, les maquis, quoi. Voilà, Tu vois, bon, les maquis. les gens venaient, bon. Et ce Nganda de ma mère, ce commerce de ma mère se tenait à 200 mètres, 200 ou 300 mètres de la radio nationale, de la station de radio, comme RTBF, comme la grande station de radio de la ville de Lubumbashi. Et des journalistes que je vais te citer, qui sont chevronnés, des grands, ils venaient boire de la bière chez ma mère. Et quand ils étaient bourrés ou quand ils étaient fatigués, ils me disaient, Didéo, toi, tu parles bien français. Va animer mon émission aujourd'hui. À 17 ans, tu vois. Et bon, et après, j'ai eu l'idée de créer mes propres émissions culturelles. Hein. Parfois, ça me prend de la grosse tête. Parfois, je me demande si Julien Lepers n'a pas copié sur mes émissions culturelles. C'est pas possible question pour un champion, quoi, tu vois. Mais c'était un peu la même chose. Ouais. Mais à 17 ans, j'ai interviewé de Luambo Makiadi, si tu connais la musique congolaise. Oui, tu prenais la place des journalistes qui étaient bourrés et qui t'envoyaient non, pas vraiment bourrés, mais ils voulaient peut-être me donner ma chance. Ça crache, attention. Ouais, et ça, je peux même les citer. C'est pas bourrés, mais ce sont des grands frères que je respecte. Ce sont des Bansamouka Laïsungu, qui est mort ministre, de bons vivants. Non, tout le monde a le droit de prendre sa bière au Congo. Des Kassongo Mwema Yamba Yamba, qui est artiste, qui est mort il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois. Jean-Pierre Chibambe Chintois, pour tous les Congolais. C'est des monuments de la... Ça t'a donné des opportunités, tout simplement. Ça m'a donné des opportunités. Et aussi, bon, à cet âge-là, on a un peu de succès avec les nanas. Et puis, on prend la grosse tête avec les copains. En plus, tu m'as dit que tu n'as pas eu d'adolescence. Alors. Oui, mais bon, c'est la nature. Donc, il y a quand même une petite adolescence. De temps en temps. Mais j'étais très timide avec aussi les avec femmes, les filles. Avec les femmes, je n'ai eu qu'une femme, c'est ma femme. Ah, tu as eu qu'une femme. Je me suis marié à 28 ans et c'est ma seule femme. Et depuis 17 ans, tu t'es marié à 28 ans, en fait, tu n'as pas dérogé Non, j'ai pas. Même, donc, tu n'as vraiment pas eu d'adolescence. Je suis, à vrai dire, c'est parce qu'on parle de ça, mais je suis, devant les femmes, je suis timide. Je crois que j'ai raté beaucoup d'occasions, en fait. Je suis maladivement timide devant les femmes. Je parle beaucoup, je frime, mais devant une femme, je n'ose pas, quoi. D'accord. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Et on t'a engagé ? À l'époque, non, pas encore engagé à l'époque. Je faisais mes petites émissions bénévoles. Mais tu n'avais rien en retour. Tu n'avais pas de. Non, mais j'étais aux études. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas de. Merci. Il n'y avait pas de faculté de journalisme à l'université de Lubumbashi. Donc j'ai eu mon bac, diplôme d'État, on appelle chez nous, en 79. Et à cette année-là, je me souviens. Le président Mobutu, le maréchal, avait décidé que ceux qui avaient, les enfants qui obtenaient un diplôme de moins de 50% devaient aller passer 2 ans à l'armée. Okay? J'ai eu un diplôme de 50%. Je ne sais pas pourquoi. Ces années-là, il y a eu beaucoup de diplômes de 50%. Donc je suis allé à l'armée à 19 ans. Mais mon père m'a fait partir de l'école de formation des officiers. Ce n'était pas mon truc, en fait. Comment il a fait pour réussir à te faire partir ? Bon, là, c'est ça. Le commandant du donc, camp, en fait, c'est toujours par relation. Par relation, ouais. Donc, il m'a fait évader. C'est risque et péril, parce que bon, c'est quand même un refus d'ordre pour le militaire. Mais bon, il avait compris que ce n'était pas mon truc. Des relations, le commandant du camp m'a fait... Il était du Kivu de chez nous aussi. C'était une sorte de grand frère. Le major... Bona. Son nom me reviendra. Bonar Nyamuchango. Mon père lui a dit, libère ton petit frère. Il m'a fait partir de nuit. Et à cette époque-là, j'ai fait l'armée après. Tu y es retourné ? Oui, je suis lieutenant-colonel dans mon pays. Donc quand tu quittes l'armée, tu fais quoi ? Je m'inscris à l'université. Oui. Et puis, comme il n'y avait pas de faculté de journalisme, je continuais à faire mes petites émissions, à apprendre sur le terrain. Quand je te voyais
avec un coro, je vois avec un livre de journalisme, ça sûr que je te le pique. Et c'est comme ça que Ouais, en fait, t'étais par très moi-même, T'es et un puis je demande à autodidacte. ces grands frères-là Ouais. comment on fait un reportage, comment on organise une bonne interview. Moi, j'ai commencé par la radio, hein, tu vois, je sais comment me tenir au micro, comment faire un planning de radio, etc. comme toi, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que T'as ça a commencé évolué. sur le terrain, on va dire Sur ça le comme terrain, ça. sur l'état, par hasard, sans choisir. Et puis après, c'est en 91 que je suis devenu journaliste vraiment professionnel. Là, je vivais à Kinshasa. Comment tu t'es fait repérer? Comment ça s'est passé? Alors, je me suis fait repérer, c'est encore un hasard. J'étais allé à Kinshasa pour, comme je t'ai dit, pour un championnat d'orthographe en 1990. Et donc, il y a eu le championnat d'orthographe qui s'est passé au studio Maman Angebi de la Voix du Zaïre, donc le studio de la radio nationale de la RTNC. Et là, j'étais champion, c'était télévisé et tout. Mais et puis un jour, je rentre chez mon grand frère qui vit à Anvers aujourd'hui, où je vivais à ce moment-là. J'étais parti juste pour ce concours-là. Et puis je rentre, il y a sa femme, la femme de mon grand frère, ma belle-sœur Lorraine, qui me dit, il y a des gens qui sont venus te chercher. Je dis, au nom des militaires, une dame, une très belle dame est venue te chercher, de la Haï, Mercedes et tout. Je dis, non, c'est pas moi. Il dit, non, il a laissé sa carte de visite, elle veut que tu y ailles chez elle jeudi prochain, donc le lendemain ou le surlendemain. Je dis, bon, je ne sais pas ce que c'est, bon, j'y suis allé quand même. C'était qui? C'était, en fait, je suis allé, c'était Madame Nguza Karliband, Wivin Landou. Okay. Alors là, j'arrive, elle me reçoit, mais vraiment la high class, quoi, high class, au quartier. On veut savoir. Ouais. Et là, j'arrive. Oui. C'est toi, Déo? Non, elle m'a reconnu. Elle dit, je te connais. Moi, je dis, madame, moi, je ne vous connais pas. Elle me dit, tu sauras. Et puis, il y a des gens qui commencent. Enfin, il y a le lieutenant qui vient tout le temps. Il y a un monsieur qui. On s'est retrouvés à 6. Oui. OK? À 6 journalistes, que je remercie beaucoup. Nawesh Karl, Ami Sinash, qui est. Et c'est là que madame nous dit, bon, je vous ai tous réunis parce que je veux créer un journal qui s'appelle Temps Nouveau, à Kinshasa en 91, et je veux que dans mon journal, il y ait les meilleurs journalistes. Et Déo, toi, si je te dis que je te connais, c'est parce que je t'ai vu, j'ai suivi l'émission, la remise des prix, le concours et tout, et je ne veux pas qu'il y ait une faute de français dans mon journal. C'est comme incroyable. C'est comme ça que j'ai été engagé à Kinshasa, au journal Temps Nouveau, rédacteur en chef, chargé de la culture. Okay? Pendant que Jeff Nawesh Karl, c'est un grand journaliste, il est à Lubumbashi aujourd'hui. Ce sont ces gens qui m'ont formé dans la presse écrite. Donc tu t'es retrouvé avec eux et ils t'ont formé. Et oui, ils m'ont formé. J'avais déjà des notions, tu vois. Oui, tu nous as expliqué. Oui. Durant combien de temps ils t'ont formé? Attends, pendant 2 ans, je crois. 2 ans. À peu près 2 ans. Donc on a travaillé là. Mais après, on s'est rendu compte que quand c'était le journal Temps Nouveau de Mme Ngouz, Nguza Karliband. Mais après, c'était le chef de l'opposition à l'époque avec Papa Tshisekedi. Mais après, la politique, tu sais ce que c'est. Hein? Ouais. Après, Ngouz a été nommé par Mobutu, qu'il vilipendait hier, il a été nommé Premier ministre. Moi, j'ai pris ça pour une trahison. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis apolitique complètement. Je me suis rendu compte qu'on m'a expliqué. Oh non, je me suis rendu compte qu'on m'a exploité en fait. Moi, je croyais travailler pour un journal, qu'on m'a utilisé. Et c'est comme ça que j'ai demandé ma mutation à Bukavu. Ça a été accepté. Et de là, j'ai expliqué à madame, parce que je suis venu, je te dis, pour la remise du prix. Je venais de me marier une année avant. Et j'avais laissé ma femme émérance avec Sissi, ma fille aînée, qui avait 3 ou 4 mois. Je lui ai expliqué que je veux rejoindre ma famille. Elle a dit, bon, tu vas ouvrir l'agence, la représentation du journal là-bas à Bukavu. Mais pour moi, c'était une façon de dire... Oui, c'était une excuse pour te faufiler parce que tu étais apolitique et tu ne voulais pas te retrouver mêlé à tout ça. Voilà. Et arrivé à Bukavu, j'ai dit, maman, Naoué, je comprenais, maman, bon, moi, c'est pas mon truc. Et là, on a créé avec des amis, des associations, on a créé la radio Maendeleo. Maendeleo, ça veut dire développement. La radio du développement, qui est la première radio libre, on peut dire, de développement au Zaïre à l'époque, c'était le Zaïre. Et tu es resté combien de temps? Tu as fait à Maendeleo? Oui. Je suis resté à Maendeleo quelques mois. Je me souviens, c'était exactement à l'époque du génocide au Rwanda. Et Maendeleo, on l'a créé en octobre 1993. Ah, c'était durant le génocide? Oui, mais nous, on était au Congo, le génocide se passait dans le pays voisin. Mais il y a eu des conséquences du fait que tous les Hutus, comme on dit, les gens qui ont échappé au génocide ont débarqué sur le Congo, d'où on a créé avec des Suisses, M. Philippe Dahinden et des Suisses, des journalistes suisses, ont créé la fondation Hirondelle avec la radio Agatasha. Agatasha en Kinyarwanda, en langue du Rwanda, ça veut dire Hirondelle.
donc qui apporte Et, la paix. et toi, tout, tu étais relié à cette radio? quoi. Oui, oui, D'accord. on a- Parce que j'essaye, je remanie le tout pour que tout le monde comprenne. pour qu'on comprenne, Voilà. ouais. Donc je te dis, ma vie est plutôt Oui. tumultueuse. Donc on a créé cette radio Agatacha pour aider les Hutus hein, qui venaient de débarquer à s'installer. Parce que C'était le but. c'était le but, ouais. C'était une radio humanitaire. D'accord. On l'appelait radio humanitaire Agatacha pour les aider quand ils ont été réinstallés dans les camps de réfugiés, comment avoir de l'eau, comment se faire soigner, ce genre de trucs. Par où Mais passer, surtout, quoi. ouais, mais surtout, moi, je faisais beaucoup d'émissions culturelles pour les. Ils ont besoin de distraction aussi, tu vois. Je faisais beaucoup d'émissions de musique, de culture. Je créais cette émission. Tu mettais l'ambiance. Je mettais l'ambiance, mais surtout, je travaillais plus. Enfin, mon rôle principal, c'était comment je peux dire, la réunification familiale déjà dans les D'accord. camps. Parce que quand ils ont fui le Rwanda, il y a sont des gamins dispersés un qui se peu. sont dispersés. Un enfant qui est dans, il y avait 27 camps de réfugiés. C'était énorme. Tout au long, c'était énorme, ouais. Et dans chaque fois, dans chaque camp, il y avait des dizaines, des centaines de milliers de gens, tu vois. Donc un Éparpillé. enfant n'a pas de chance de retrouver ses parents. Donc nous, on travaillait avec la Croix-Rouge pour recréer du lien. Pour recréer du lien. Et parfois, j'allais en mission avec la photo d'un enfant, un seul, mais je vais jusqu'à Goma, je suis dans tous les camps avec la photo d'un enfant qui connaît cet enfant. Et tu as réussi à réunir Beaucoup. beaucoup On de a familles? réuni beaucoup de familles comme C'est ça. bien. Parce que parfois dans les camps, il y avait une maman comme toi qui dit non, mais cet enfant, est-ce que c'est pas celui que je voyais à l'église? Ça doit être. Alors là, on recherchait où bouche à peut oreille, être sa ouais. mère de bouche à oreille. Alors on verra d'autres qui diront non, j'ai fouillé avec sa maman, mais elle doit être dans l'autre camp au sud. On faisait ça, c'était très fastidieux, mais on a quand même réussi à. T'en gardes un bon souvenir de ça? Non, personne ne te dira qu'il garde un bon souvenir. Non, mais je veux de la savoir. guerre. Je De la le guerre, fais. non. Non, c'est du l'horreur. fait d'avoir réussi à réunir des familles. Absolument, à là je me sens utile quand même. Ouais, je me sens, je me dis que j'ai quand même fait quelque Contribuer chose à de faire ma quelque vie. chose Ouais, de bien. ouais. Ça, ouais, je ne l'oublierai jamais parce que quand tu parviens, tu vois une maman comme toi qui recherche son enfant depuis des mois et puis tu le donnes. lui, La joie tu le qu'elle lui peut remets, éprouver, la joie elle n'a rien à te donner, quoi, tu vois, mais son sourire, Son regard. pour moi, il faudrait mieux Ouais. que je vois toujours ce sourire plutôt que de me donner des millions, quoi, tu vois. Parce que Et- je me mets à sa place. Quoi, Et tu vois. jusqu'au bout, tu es resté apolitique. Je resterai apolitique toute ma vie. D'accord. Toute ma vie, je serai toujours apolitique parce que, enfin, les exemples des hommes politiques de mon pays m'ont tous déçu. Il n'y a aucun pourvaloir, ça je le dis ouvertement. Je ne voterai pas. Je ne vois pas pour qui je peux voter aujourd'hui. Tu n'as plus confiance? Je n'ai confiance en personne. C'est important ce que côté tu dis. Tu n'as politique. confiance en Mais personne. en personne. En politique, je veux Oui. dire. En politique. De mon pays, hein, je Oui, veux dire. oui, bien sûr. Et cela a fait peut-être que ça s'est extrapolé à tous les hommes politiques du monde, quoi. Parce que même ici en France, il y a des gens qui vous disent communistes et tout, mais quand tu vois sa villa, sa trouves Rolls-Royce, Tu te trouves dis, que mais ça va pas avec l'idéologie voilà, ouais. et c'est ça qui me déçoit. et les convictions. Ouais. Mais cela vient peut-être du fait, cette aversion, je veux dire, du fait, je t'ai parlé des journalistes qui m'ont formé. Oui. Il y a à Lubumbashi, il y a un grand frère du quartier qui s'appelait Baudouin, Banzamou Kalaisungu. Il avait 24-25 ans. Oui. C'est nous les jeunes qui avons fait élire en 1977. ok parce que bon, lui, il va nous représenter, nous les jeunes. Il vient de terminer l'université. Tiens-toi bien, il est élu député, on appelait commissaire D'accord. du peuple. Mais 3 mois après, c'est lui Vous le êtes vice-président battu du pour lui. MPR. Ok. Donc c'est lui Ah. qui est devenu l'adjoint de Mobutu. Donc quoi, tu c'était une vois. trahison. Non, je me suis dit Ouais. c'est une trahison. C'est Je une ne l'appelais plus grand frère d'abord. D'accord. Ouais. Déçu au plus haut point. Déçu au plus haut point, ouais. Et donc depuis lors, je ne vote pas. Donc tu as fait ça pendant combien de temps? Tu disais remettre les enfants à leur famille, chercher. Ça a Bon, duré alors combien de temps? ça, c'est le travail donc à la radio Des Agatacha. hirondelles, La ouais. radio Agatacha a été créée en juillet Oui. 1994, juste quand les réfugiés Hutus entraient au Congo. Et on a fonctionné comme ça jusqu'au 28 octobre 1996. D'accord. Ok, 96. Et c'est ça, on va en parler quand on va parler du Oui, on livre. va parler du Parce livre, que tu es aussi écrivain. 96, c'est là que l'armée de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, a attaqué les camps de réfugiés, bombardé et commencé la guerre au Congo. Et tiens-toi bien, la Tu première étais chose... présent, tu étais sur place? Moi, j'étais sur place. La première chose qui a été bombardée par l'APR, c'est la radio Agatacha. Parce que le président Kagame disait c'est la radio des Hutus. Parce que d'abord, on travaille pour aider les Hutus qui venaient de commettre un génocide, qui étaient poursuivis Oui, j'ai dans compris. leur pays. Et de deux, on travaillait avec des journalistes suisses, congolais. C'était une radio solidaire et en fait ça plaisait pas beaucoup. Ça ne plaisait pas. Donc pour les autorités de Kigali, quiconque portait de l'aide
à personnes. ces personnes-là qui ont commis le génocide devenaient son ennemi. Il D'accord. fallait les laisser crever, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est notre radio, Agatachia, qui était la première chose qui a été bombardée à Bukavu et à Goma. Parce que c'était pour lui, dans la tête du président Kagame, c'était Il y a eu des morts? la radio. Absolument, mais comme tu compteras jamais les morts qui... D'accord. qui Et a toi, eu tu à y as cette échappé de période-là. peu ou Bon, de puisque peu, c'était sur ta ouais, je radio. peux pas dire, j'étais pas vraiment visé. Au moment où la radio, où tout a été attaqué, Oui, évidemment, plusieurs jours avant, d'abord c'est décrit là-dedans, plusieurs jours avant, la radio ne fonctionnait plus. d'accord. Ok. Dès que les attaques ont commencé, on ne circulait plus à Bukavu, c'était des bombes. Non, mais comme tu m'as dit, il y a eu partout. énormément de morts à la radio, je me suis dit. Ouais, à la radio et partout, dans Ouais, toute la dans ville, tout il y le- avait des morts. Je ne sais pas si tu as vu le film L'Empire Si. du Silence. Oui, c'est ça. J'étais à la, C'est ça. j'étais Ah à ouais, la ouais, conférence, c'est là que j'étais c'est- présente. ouais, voilà, ouais. Et donc, c'était ça, dans cette ambiance-là, tu vois, c'est des bombardements. Et ben, là, on est en train de faire. Mais tout d'un coup, tu vois, tout le quartier qui pète, tu files à gauche. Donc, je ne t'abandonnerai pas quand même, je vais te protéger. Mais ça veut dire que c'est la débandade complète. Quoi. Oui, Tu sais c'est plus l'anarchie. C'est l'anarchie Voilà. complète. Ouais. L'anarchie, on Le l'a sauf- vu dans le film. Le sauf qui peut Je le dis général, pour les auditeurs, moi j'étais présente, j'ai vu le film, c'est vraiment. C'est atroce, ouais, c'était atroce. Et puis voir le film 30 ans après, mais si Ça tu remue, as hein. vraiment vécu ça. Ouais. Moi, je te dis franchement, Coro, j'ai fait 4 ans, je ne pouvais pas manger de la viande. Je comprends. Tellement j'avais vu des gens éventrés, des gens qui pourrissaient, quoi, qu'on a dû enterrer. Je ne saurais jamais combien de gens j'ai enterrés de ses mains. Que tu On a vu vois, des et fosses tout. communes. Dans des fosses communes et tout. Ouais, C'est nous qui vraiment un faisions ça. génocide. Bon, il paraît que dans la loi, enfin dans les textes de Gaulle, on ne parle pas de génocide. Je ne sais pas sur quoi il se base, mais pour moi, c'est un génocide. Pour moi qui était à la conférence et qui ai vu le film, c'est un génocide. Après, Ouais, c'était ça un n'engage que génocide moi, parce encore une fois. Ouais, moi aussi. Moi, je le dis aussi, mais il y a les juristes qui vont te dire non, il y a des critères pour parler, mais pour moi, c'est un génocide. Et c'est de là que tu as commencé à avoir des idées, de dire il faut que je révèle au monde ce qui se passe. C'est là où tu as Oui. commencé à écrire Oui, ou alors quand est-ce que tu as non, commencé à depuis écrire là, j'ai commencé à écrire parce que j'ai connu toutes ces guerres. La première chose que j'ai commencé déjà à prendre des petites notes pour ce livre, si je reviens de l'enfer. Mais tu moi, vois je le veux titre savoir, déjà. Ouais. au plus profond de toi, à quel moment tu as senti le désir de justement commencer à prendre ces quelques notes? À partir de quel moment? Qu'est-ce qui a été le déclic, l'impact? Les bombes, justement. Les bombes. Oui, Voilà. les bombes. L'entrée de l'armée rwandaise D'accord. pour déstabiliser les camps de Mal réfugiés. raflé, voilà, c'est Ouais. important. Ouais, parce que C'est un d'abord, les symbole, camps de donc c'est réfugiés symbolique, c'est important de mettre le contexte. Oui, absolument. Ouais. Les camps de réfugiés ont été tous bombardés à 5 h du matin, les 27 camps. À 5 h du matin, ils ont tous été bombardés. Et Avec les enfants, avec tout. les enfants, les femmes enceintes, les petits vieillards, les Kalachnikov ne choisit pas, hein, les bombes, les obus et tout. Il y avait des lance-missiles qui s'appellent des Katyusha, mais c'est infernal ce machin, quoi, tu vois. Et quand ils tombent quelque part, et les rares personnes qui ont pu en rescaper, ils ont fui à travers la forêt du Congo, hein, tu vois, la vaste forêt. C'est pas comme au Mali, comme au désert, c'est des forêts, c'est des arbres. C'est des arbres de 100 mètres de haut, quoi, tu vois, et qui font ça. Mais donc, ils sont fouillés là-bas, beaucoup ont été bouffés par les crocodiles, beaucoup se sont noyés, mais poursuivis par l'armée. Et beaucoup ont survécu aussi, justement, Il y en a grâce à ces vastes forêts. Oui, beaucoup ont survécu grâce à ces vastes forêts, mais beaucoup, on ne saura jamais combien sont morts, ont été poursuivis, tu as vu dans le film, en fait. Oui. C'est l'horreur complète, quoi. Mais beaucoup, si j'ai écrit ce livre, il y a une trentaine de témoignages de survivants, justement, de survivants Hutus, qui ont échappé à ça. Mais des gamins qui avaient 10 ans et qui te disent, moi j'ai marché sur un fleuve de cadavres. On a retrouvé un gars qui doit avoir 35 ans aujourd'hui, mais qui avait 8 ans à ce moment-là, mais ses parents sont morts il avait fait des jours sans manger, la gale, tu vois, un gamin qui pourrissait. Il y en avait qu'on avait laissé en vie parce que justement les parents étaient morts sur eux. Oui. Donc du coup ils avaient survécu parce qu'il y avait le cadavre de leurs parents. Ils étaient protégés par le cadavre de C'était incroyable. Parfois on pense qu'on voit ce genre de choc que dans les films atroces d'horreur et tout, mais nous avons vécu ça. Donc là tu commences à prendre quelques notes. Et puis là, je prenais des notes, mais vu la situation du pays, au Congo, il n'y a pas de maison d'édition. Oui. Beaucoup écrivent mieux que moi, mieux que Victor Hugo, ça je peux le dire. Des jeunes, j'étais président de l'Union des écrivains congolais dans mon pays. Je te dis, il y a des jeunes que je voyais écrire des poèmes et tout. C'est mieux que Rimbaud, quoi, tu vois. Ouais. Mais il n'a même pas de quoi payer du papier. Tout à fait. Tu vois, il ne parle pas d'ordinateur, par exemple. Ok, je ne sais pas ce que c'est.
Et les rares qui peuvent encore écrire, mais après 18 heures, ils ne peuvent pas écrire, il n'y a pas d'électricité. D'accord. Donc, c'est des valeurs qui se... Bon, donc, moi, je prenais des notes, je me disais, je vais écrire, j'écrivais, j'avais des cahiers pleins, même aujourd'hui encore, mais je ne pouvais publier que une fois arrivé en France. C'est pour ça que celui-ci, je reviens de l'en faire. Je ne sais pas si tu peux agrandir, hein, Stéphane. Reportage de guerre de août à septembre 1998. Là, j'ai vu encore des horreurs. C'est toutes les brèves que tu as écrites, que tu as retransmis dans ce que livre. j'ai condensé, disons, dans ce livre. Mais je ne pouvais pas les publier là-bas. D'abord, parce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas les conditions logistiques ne sont pas là. Hein. Et de deux, est-ce parce qu'on que aurait accepté? voilà justement, surtout pour ma sécurité, Je crache. surtout pour ma sécurité et celle de ma famille, je n'aurais pas osé le faire. Même aujourd'hui, on me dit j'écris à mes risques et périls, mais moi je sais que je suis un homme mort. Aujourd'hui, dans certaines conférences, on voit qu'on ne te laisse pas la parole. Hein. Bon, parce qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas, pour certains intérêts, que je parle de certaines choses que j'ai vécues. Parce que ça dérange encore au jour d'aujourd'hui? Parce que ça dérange jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi ça dérange encore au jour d'aujourd'hui? Parce que je te dis, je prends un exemple. Il y a quelques jours, vendredi dernier, il y a 4 jours, j'étais invité à faire une conférence en Belgique. Par une association. OK? Et, mais quand j'ai commencé à parler, comme je parle là et tout, la dame, la coordinatrice de l'association qui m'a invité, m'a coupé la parole. C'était une journaliste? Non, elle n'a jamais fait de journalisme. C'est juste une dame qui est de la société civile. Oui. Okay? Elle m'a coupé la parole, mais bon, sans aucune diplomatie, quoi, tu vois. C'était pas dans les règles. Mais après, je saurais, c'est pas elle qui me dit, hein, mais d'autres me diront que pendant que je parlais, elle avait reçu un SMS d'homme politique. Ah, d'accord, c'est toujours encore la même chose. Ouais. Et donc, elle a été obligée de me couper la parole. Mais après, les autres, hein, parce qu'elle est du Kivu comme moi, okay? Oui. Et d'autres gars du Kivu, hein, ils m'ont dit non, il faut comprendre notre sœur Béatrice. Tu vois, comme tu parles des Tutsis, des Hutus, toute sa famille vit au Congo dans des endroits qui sont dirigés par... C'est dangereux pour sa famille. Encore au jour d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est important de le dire. Peut-être encore plus aujourd'hui. Et en plus, elle a aussi de la famille qui travaille au Rwanda. D'accord. Donc on peut... les gens de Kigali, les gens qui sont au pouvoir à Kigali, Kagame ne rigole pas, hein, ne rigole pas ce monsieur-là. Donc, finalement, on a intérêt à... C'est pas vraiment la démocratie, en fait. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda. Que personne ne te parle que personne ne te parle de la démocratie au Rwanda. Non, c'est parce qu'on n'était pas encore là, mais il n'y a aucune démocratie au Rwanda. Aucune. Chaque fois, il y a... Enfin, la principale opposante, Madame Victoire Ingabire. Oui. Hein, elle vivait en Europe, je ne sais pas, en France, en Belgique, je ne sais pas. Mais le jour où elle est venue créer son parti politique, ça fait, je crois, 10 ou 12 ans qu'elle pourrit en prison. Il ne faut pas parler de politique au Rwanda. D'accord. Il ne faut pas parler de politique. Il ne faut pas parler de démocratie au Rwanda. Il y a quelques années, il y a un chanteur, mais le Johnny a l'idée de là-bas, quoi. D'accord. Un jeune, comment il s'appelle, Kizito Mihigo. Oui. Et là, il a été assassiné en prison. Simplement pour avoir chanté qu'on devrait oublier, on devrait réapprendre à vivre en communauté. Et tu l'as chanté ça en concert, donc il y a encore une haine, tu nous dis que la haine, elle est encore palpable. Elle est très palpable. D'accord. Elle est très palpable. Est-ce que c'est pour ça que beaucoup de chanteurs ne s'engagent pas sur ce terrain-là? Ils chantent, oui, mais qui ne chantent pas de politique, qui ne citent pas le nom du monsieur qui est là. Donc c'est encore très tabou. Je te donne un exemple. Il y a un gamin, ça veut dire un garçon de 21 ans qui est dans l'armée. Oui. Okay? Mais il y a 2 ans, il était de garde à un cachot. Okay? Pour te dire comment la haine est entretenue. Il était de garde, hein, c'est un militaire armé. Dans un cachot, il y avait des gens. Mais il a tiré sur 21 Hutus qui étaient dans le cachot. On l'arrête, on lui dit, mais pourquoi vous avez tué ces gens? Pourquoi vous avez tué ces gens? Il dit non, parce que je suis certain que parmi eux, il y a celui qui a tué mon grand-père en 1959. D'accord. Donc c'est une haine qui ne finira jamais. Les Hutus qui sont aujourd'hui, bon, ils sont chrétiens, mais ça fait 30 ans qu'ils vivotent loin de chez eux, qu'ils n'ont pas de... D'abord, leurs familles ont été décimées dans les camps de réfugiés ou poursuivis. Mais ces jeunes ne pardonneront jamais. Éparpillés, qui n'ont plus de contact avec, qui ont laissé tout là-bas, et qui ne peuvent pas y rentrer, parce que dès qu'un Hutu rentre au Rwanda, il va tout de suite en prison, génocidaire, même s'il n'était pas né à l'époque.
Il y a eu aussi de nombreux viols, hein, on le voit dans le film. Ouais, des viols, mais Il y a eu des enfants. le viol est utilisé comme arme de guerre. Voilà, exactement. Arme de guerre. Parce que si on viole ta femme devant toi, tu es un homme, tu n'as plus rien à dire. Quoi. J'ai des exemples que je ne peux pas citer ici. Peut-être je te dirai en privé, mais c'est. Non, on l'a vu en conférence. C'est et d'acteurs. on viole les femmes, les mamans. Mm. En Afrique, une maman, c'est sacré, quoi, tu vois. Mais on la viole, on oblige une maman à coucher avec son garçon, par exemple. Ou on viole une maman, mais 10 personnes qui violent une maman devant son beau-père, devant le fiancé de sa fille, et puis des grands-mères et des bébés. Comment tu peux violer un bébé de 4 mois? Oui, le docteur Dominique Maubeuge a fait une conférence où il en a parlé. Ouais, mais ça on a vécu, c'est pas. Il a pas de la exactement dit la même chose que toi, en C'est pas de la disant que fiction. c'était vraiment monstrueux. Ouais, il y a je connais personnellement on dit des grands frères qui se sont suicidés pour avoir vécu ça. Parce qu'il est là, comme moi, on viole ta femme, tes filles devant toi, et tu n'as rien à dire. Pourtant, tu es censé les protéger, quoi, tu vois. Après, ils se pendent. J'en connais quelques exemples. Et il disait aussi qu'il y avait de nombreuses femmes qui avaient eu justement des grossesses non désirées. Ouais. Parce que des fois, l'armée entière passait dessus. Oui. Parlons vulgairement. Oui, c'est vulgaire, mais c'est Oui, vrai, c'est la une réalité. Et qu'il y avait des grossesses qui en étaient sorties. C'est pour ça que des le enfants docteur qui n'étaient pas acceptés et aussi, du coup, qui entretenaient finalement les enfants soldats. Puisque c'était des enfants généralement qui étaient recrutés par la suite. Qui étaient recrutés à l'âge de 8 ans, 10 ans pour Ouais. servir dans l'armée. Mais ces enfants, c'est des monstres, tu vois. Un enfant, il nous disait. En fait, des monstres, c'est des enfants qui n'ont pas ça veut dire qu'ils n'ont eu d'amour. C'était des enfants. Un enfant, il naît toujours innocent. Voilà. Okay? Mais on les a formatés de façon à en faire des bêtes sauvages. Quoi. Ils n'ont qu'une pitié. Parce que tu vois, même un enfant, quand il entre dans tu es Maous, tu es grande et tout, mais quand un enfant entre, il sait que sa mitraillette, sa calache, c'est Dieu le Père. Quoi. Même Sarkozy ou quoi, s'il lui dit couche-toi, il va se coucher. Donc l'enfant, il sait qu'il a la puissance entre ses mains. Tu ne peux pas le retenir. C'est un monstre. Je dis monstre, ça veut dire il n'est pas né monstre. Ok? Mais je ne sais pas moi. Comment je peux dire? Tu vois les gars qui dorment dehors ici à Paris. Oui. Quand il a tellement souffert qu'il n'a plus rien à perdre. Oui, il n'a plus d'état d'âme. À un moment, il va te dire, je préfère encore gifler un policier, comme ça je vais en prison, là au moins j'aurai à manger. D'accord. Tu vois? Des bêtes sauvages, en fait. C'est devenu des bêtes sauvages. Et il n'a plus aucun respect, ni de Dieu, ni de la maman, ni de l'Église. Il n'a plus aucune valeur morale. Apparemment, dans certaines conférences, on dit que justement ces enfants sont recrutés et finalement s'octroient une propre famille, en fait. Ceux qui les missionnent, en fait. Ça devient finalement des commandos. C'est des commandos, c'est des... Alors crache un peu aussi dessus. Non, moi, j'ai pas vécu ça. Ouais. J'ai pas été vraiment enfant soldat, mais je sais que c'est comme ça. Tu as vu des enfants soldats ou pas? Beaucoup. D'accord. Beaucoup. J'en ai interviewé beaucoup. Dans ton livre, tu en parles ou pas? J'en parle beaucoup. Voilà. J'en parle beaucoup. Non seulement, je n'en ai pas dans ma famille, Oui, okay? non, mais je connais des enfants qui ont grandi sous mes yeux et qui sont devenus enfants soldats. D'accord. Okay? Parce qu'ils n'ont plus de foyer. Leurs parents sont morts. Mais il y en a qui le font, c'est pour ça que je dis, ils ne sont pas vraiment... Pas tous. Puis Il y a des salopards drogués, mais il y en a aussi qui font ça parce qu'à 14-15 ans, c'est lui le chef de la famille qui doit nourrir sa mère, parce que le papa est mort, doit nourrir sa mère et permettre à ses petits frères et sœurs d'aller à l'école comme lui n'a pas été à l'école. Mais il y en avait beaucoup aussi. Donc ils font des travaux... Qui n'avaient pas d'affiliation aussi. Qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas d'affiliation. Non, parce qu'ils sont nés de viol. Et du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, ils se créent leur propre famille qui les missionne. Donc du coup, pas d'humanité. Pas d'humanité. Ils mangent, ils dorment. On en fait un militaire. Voilà. Il obéit aux ordres. Ça devient un robot. Ouais, ça devient un robot, formaté. Je crache. Ouais. J'explique un peu. Parce qu'on lui a mis dans la tête qu'il doit obéir aux ordres. L'affiliation. C'est important, surtout. On sait que dans certains pays, c'est important le nom. Tout à l'heure, tu me disais, la preuve en est, que dans ton ethnie, on est agriculteur de père en fils. Donc l'affiliation, quand on la perd, quand on ne sait pas d'où on est issu, on est déboussolé. Voilà, on est déboussolé. Absolument, absolument. Alors, ça explique pas tout, ça justifie pas non plus, mais... non, ça ne peut pas tout expliquer. Il y a beaucoup de critères qui rentrent là-dedans. Il y a la pauvreté, il y a le fait d'être orphelin, il y a le fait de n'avoir pas été à l'école. Il y a le fait de n'avoir pas de modèle, parce que tout jeune veut
faire de sa vie, en devenir fait, comme un tel. Ils ont quand même des modèles, parce que quand ils arrivent, ils sont pris en charge par des groupes armés. Mais leur modèle, c'est ce salopard, Voilà. le chef de son groupe armé. Mais qu'est-ce qu'il va lui apprendre? Il va lui apprendre à voler, tuer et violer. Exactement. Alors, on a vu, dans certaines conférences, dont celle du docteur Denis Maubeuge, on a vu que certains groupes armés, justement, accompagnés de ces enfants-là, s'attaquaient à divers villages. Et c'était des villages finalement qui étaient répertoriés sur une carte. Parce qu'ils ont fait des rapports. Oui. Et dans ces mêmes rapports, ils ont vu que ces groupes armés allaient dans des zones bien précises où il y avait des denrées naturelles. Des minerais. Donc, voilà, les minerais et l'uranium. Et les minerais. Oui, le coltan, l'or, le diamant. En fait, on nous expliquait que quelque part, justement, tous les viols qui s'en suivaient étaient faits pour justement que les villageois se dispersent, se mettent à gauche, à droite, pour laisser l'endroit pour que les denrées naturelles puissent être récupérées. Ouais. Mais pour qui? Enfin, alors moi, ma question, je vais te poser une question ouvertement. Ouais. Est-ce que tu penses que l'étranger, alors quand je parle de l'Europe en général, est aussi mise en cause pour ce genre absolument, de c'est ça, si tu vois, la grande manipulation de Paul crash, Kagame. Oui, parce que tu disais qu'on va faire en deux parties, mais maintenant on arrive au livre. Pourquoi on a écrit ce livre? C'est ça justement, quand tu regardes, je ne sais pas, Steph, est-ce que je peux bouger? Quand tu regardes la couverture, c'est la grande manipulation. S'il y a la situation qui est au Congo, c'est à cause du Royaume-Uni, de la France, des USA, de l'ONU et de toutes les multinationales. Le président Kagame qui est au Rwanda, il envoie ses armées au Congo pour violer, pour disperser les populations, comme tu dis. Et quand les populations sont dispersées, on ramasse toutes les matières premières là et tout. Les richesses naturelles. Oui, mais je te parle par exemple du coltan, le coltan, le colombo tantalite. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ce qu'on fait avec, on ne peut pas... je te dis d'abord ceci. Le coltan. Moi, je suis né en 59, je te dis. Quand nous grandissons, c'est des pierres comme ça qui ne payent pas de mine. C'est pas du diamant, ça ne brille pas et tout, c'est des pierres bêtes. Le coltan va toujours avec la cassitérite. Lors de la colonisation, les Belges, ils exploitaient la cassitérite pour faire de l'étain. Tu vois, l'étain pour faire de la casserole, beaucoup de choses et tout. L'étain. Et il va toujours avec le coltan, mais on n'en avait pas besoin. Nous, on allait, comme gamins, on allait à la chasse avec des pierres dans nos frondes pour chasser les oiseaux, avec toutes sortes de pierres, dont le coltan. Ça ne s'est fait à rien. Nos parents ont construit des maisons avec toutes sortes de pierres, dont le coltan. Parmi toutes les pierres, l'argile, etc., le calcaire et tout, tu vois. Mais ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, donc il y a 30 ans, 25 ans, qu'avec les avancées technologiques, on a inventé les smartphones, les ordinateurs portables et tout. Mais pour ça, il faut du coltan. Et le coltan, de meilleure qualité et de grande quantité, on n'en trouve qu'au Congo. Alors, comme le Congo n'est pas gouverné, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont créé des guerres pour que pendant qu'on se bat, eux, Samsung, machin, ils viennent récolter le coltan. Comment ça se passe? Je te donne un exemple. Tu es ma soeur, c'est vrai en plus. Nous habitons un village. Un village où il y a du coltan. OK? Comment ça se passe? Il y a Samsung qui va t'appeler. Koro, il y a du coltan chez toi, j'en ai besoin, je te donne 3 millions. Ça, je te donne un exemple pour... c'est comme ça que ça se passe, pour éclairer la lanterne. Koro, je te donne 1 million, ou 3 ou 10, pour que tu me donnes le coltan qui est dans ton village. Mais ce n'est pas ton village à toi seul, c'est mon village aussi. Nokia va me donner à moi 4 millions pour le même coltan. Okay? Donc il y a des accords qui sont créés. Ils font leurs accords dans les bureaux à Paris, à New York. Nous, on n'est même pas concernés, nous deux, dans notre village. OK? Est-ce qu'il y a eu des preuves établies de ça? Oui, c'est ce qui se fait tous les jours. Notre ami Stéphane, il est aussi du village, mais c'est, je sais pas, une autre, Motorola, je sais pas, ou une autre comme Microsoft, qui lui donne l'argent. Et après, Samsung va te dire, Koro, je t'ai donné l'argent pour notre coltan. Mais tu donnes notre coltan à ce salaud de Déo. Il te donne des mitraillettes. OK? Nokia me donne la même chose, de mitraillettes et de l'argent pour acheter des mercenaires et tout. Stéphane, tu vois, déjà, on ne se parlait plus. On est cousins, tu es ma petite soeur, mais on ne se parle plus parce qu'on est devenus des rivaux économiques.
Stéphane est aussi notre cousin. Okay? Diviser pour mieux régner. Et pendant que nous, on se bat, il y a des salopards aussi qui viennent, qui prennent ce coltan et qui le font traverser vers le Rwanda. Le café, pareil. Ici, moi, j'adore le café du Rwanda, mais je sais qu'en grande partie, il est fabriqué chez moi. Il traverse juste le fleuve. Mais maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça se passe. Et donc, comme le coltan, l'or, le diamant, est enregistré dans les douanes du Rwanda, Stéphane va me chiffler. Je bouge trop le micro. Allez, hein? Et donc, comme le coltan est enregistré dans les registres, je répète, dans les services douaniers du Rwanda, avant d'être exporté, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le Rwanda est le premier pays exportateur de coltan. Il n'y a pas 1 gramme dans le sol du Rwanda, mais il passe par là. Et c'est comme ça que on peut dire qu'il est manipulé par ces grandes puissances-là pour leur permettre d'acquérir le matériel. En fait. C'est une question d'argent, mais on s'en fout. C'est les lobbies, en fait, c'est la technologie. Oui, mais ce que moi je veux qu'il brûle, c'est des pierres, moi je m'en fous complètement. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'on doit tuer des gens. On parle de plus de 10 millions de morts. Personne ne saura jamais le nombre exact. Mon ami Charles Onana parle de 10 millions et tout, je ne sais pas comment. Parce que chaque ONG... Il n'y a pas de chiffre précis, c'est vrai. Il n'y a pas de chiffre précis. Mais il y a eu un rapport MAPI. Bon, le rapport Mapping, il a cité 617 cas, il a documenté 617 cas de massacres entre 2003 et 2013, je crois, je ne sais plus très bien. 617 cas. Mais depuis lors, il y en a eu beaucoup. Mais ce que je te dis, c'est quoi? C'est qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de morts, des millions de morts. Mais moi-même, je ne peux pas te dire combien j'ai enterré dans les fosses communes. À Bukavu, je t'ai dit, il y avait des bombes pendant une semaine et tout. À un moment, ça commençait à puer. Il y avait des cadavres partout. Puis on a vu qu'ils avaient enterré dans des fosses communes et déterré pour camoufler encore. Pour camoufler encore. Non seulement, parfois, ils ont pour camoufler, mais il y en a, les Rwandais, donc l'armée de Kagame, ça tu ne sais pas, ça doit te faire horreur. Ils ont la spécialité de étriper les gens, tu vois, les cadavres. Comme ça, ils jettent les viscères, comme une chèvre. Et comme ça, quand le corps ne va plus flotter. D'accord. Donc, c'est une technique. Okay. C'est une technique pour faire disparaître les corps. Okay? Il y en a qui ont été brûlés à la chaux vive. Okay? Mais aussi, quand... il y en a qui se sont fait noyer, comme tu disais. Il y en a qui ont été mangés dans les léopards, dans la forêt, là, qui est allé les compter. Okay? Et puis, l'AFDEL, Dumze Kabila, celui qui a remplacé Mobutu, la première chose qu'il a faite, c'est construire des immeubles sur les fosses communes. D'accord. Okay? Nous, on a enterré des gens sur les fosses communes. Parce que comme les gens pourrissaient sur nous, qui étions plus âgés, on prenait tous les jeunes du quartier. Mais c'était comme ça. Allez, Stéphane, tu prends la tête, moi les pieds, 1, 2, 3, pouf, dans la fosse. On ne sait pas si c'est 40 ou 60 qu'on a mis dans cette fosse. Vous deux là, vous couvrez de sol et tout. Nous, on va dans le quartier à côté, où il y a encore des cadavres et comme ça partout. Il y a 32 fosses communes dans la ville de Bukavu. 32 fosses dans la communes seule ville de Bukavu. Connues. C'est important de dire connues. Voilà. Et répertoriées. Dans la ville de Bukavu. Mais il y en a aussi 5 km plus loin et 40 km plus loin. Et dans la forêt, comment t'expliques que même après ce rapport, il n'y avait pas eu tant de bruit que ça? En Europe, on n'en a pas plus entendu parler que ça. Voilà, le rapport Mapping, je t'ai dit que ce sont les grands de ce monde, comme on dit, qui, non seulement qui autorisent, mais qui font que ça se passe comme ça, quoi. Ils ne peuvent pas citer ce rapport parce que... C'est un certain laxisme, tu veux dire? C'est une sorte de laxisme. Donc, ils ne peuvent pas se juger eux-mêmes, quoi, en fait. Parce que s'ils disent on doit rendre justice, le docteur Mukwege, Denis, il se bat chaque jour. Et il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup, c'est son combat. C'est son combat, notre combat. C'est un combat constant. Mais il n'a pas de réponse, tu vois. Parce que son problème, c'est quoi? Et pourtant, il est quand même le prix Nobel de la paix. Mais on ne l'écoute pas. C'est incroyable. On ne l'écoute pas. On l'écoute pas. Parce que si on l'écoutait, on devrait mettre en place une sorte de justice transitionnelle. Okay? Et dans cette justice transitionnelle, ça veut dire tribunal. Ça veut dire les gens qu'on va juger, qui sont nommés dans le rapport Mapping, ils vont dire qui les a envoyés, qui était leur chef. Et leur chef, c'est Bill Clinton. Aujourd'hui parce que là, il est sous scellé, hein, on est bien d'accord qu'il est sous scellé. Au jour d'aujourd'hui, il est dans un coffre à New York ou à Genève, je ne sais pas. On n'y touche pas. Okay? Donc, en fait, pour les personnes qui en ont été victimes, justice n'est pas rendue. Il
n'y a pas de justice. Voilà. Il y a personne sont morts comme des chiens. Quoi. Personne ne s'en occupe. Okay? Et non seulement ceux qui sont morts pendant cette guerre, mais il y a des journalistes qui sont morts. Mon petit frère a été assassiné, il était journaliste. Okay? Il n'y a pas de justice. Et beaucoup d'autres, il y a un ami qui a été assassiné en 2010, il s'appelait Floribert Chebeya. Il a été assassiné par le général Numbi. C'est connu, on a jugé et tout. Mais le monsieur, il circule, il est intouchable. Si tu lis ce livre, Je reviens de l'enfer, c'est un reportage de guerre de Bukavu à Kalemi. Ça fait environ 700 km. Je me suis glissé dans une brigade de l'armée rebelle. Alors c'est ça, je voulais que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait justement pour décrire tout ce que tu as vu. Tu t'es glissé à l'intérieur d'un groupe rebelle. Ouais. T'as pas eu peur pour ta vie? Si, il y a un moment où on n'a plus peur. Je suis journaliste, à un moment j'ai voulu comprendre comment ça se passe sur le front de guerre. J'étais à Bukavu le 2 août 1998. Oui. Moi, j'étais colonisé par les Belges. Parfois, mon français, j'hésite entre 98 et quand je me rends compte qu'on parle il n'y a pas France, de problème. Bon. Et donc, en 98, le 2 août, il y a eu cette guerre. Okay? Moi, j'étais à Bukavu et il y a eu encore des massacres partout. Et puis, à un moment, comme journaliste, je me suis dit, je veux faire un reportage. Aller juste à Uvira. C'est toi qui suis un groupe, en fait. Oui, c'est moi qui tu avais les moyens pour, tu avais une caméra, comment ça se passe? Non, j'ai un ami qui s'appelle Pisco. D'accord. Pisquet Mihigo, qui avait, lui, une caméra. Okay. Alors, Pisquet et moi j'ai dit à Pisquet, il a dit, bon, c'est une bonne idée. Moi, je lui ai dit, je te paye, tu vas prendre des images, mais on va jusqu'à Uvira, 170 km de Bukavu, juste pour voir comment est la vie pendant ces 3 ou 4 jours de guerre, où il y a eu des affrontements. On est allé jusque-là, on s'est présenté devant le président, devant le chef de la brigade, qui s'appelle le colonel Anissé Bolongi. Donc tu n'es resté que 3 ou 4 jours avec eux? Non, attends. Et j'ai fait mon reportage dans la société, dans la ville, pour voir. Mais plus les jours passaient, plus ça reprenait derrière nous. D'accord. Je ne pouvais pas retourner sur mes pas. J'étais coincé. Okay. Donc j'ai été obligé de les suivre. Pas à pas. Donc j'étais plus en sécurité avec eux, mais sans leur dire que j'étais un journaliste, un reporter. Donc ils pensaient que je suis de cœur avec eux. Ah, d'accord. Et mon caméraman, chaque fois, il me disait, à chaque instant, il me disait, mais Déo, dis-leur de ne pas tuer les gens comme ça. Je dis, ta gueule. Toi. Ah, mais c'était horrible. Ah ouais. En fait, et lui, il pensait que c'était... Tu étais en mode camouflage. J'étais en mode camouflage. C'était comme un agent double, on va dire ça comme Absolument, ça. Absolument, oui. Comme un espion. Ouais. Et c'est donc pour te répondre, là, je prenais des petites notes, mais sans qu'il voie. Quand je fume, je faisais semblant d'aller allumer ma cigarette au coin et je notais tout ce que j'avais vu depuis le matin, le militaire qui a tué. Comment tu faisais quand tu voyais que face à toi, par exemple, tu as déjà vu un viol devant toi ou tu as déjà vu... Pas un viol des milliers, des centaines. Des milliers devant toi? Ouais. Comment on devant fait? Moi, j'ai vu des gens éventrés à 2 mètres. D'accord. Comment tu fais pour résister, pour pas sombrer en fait? Non, mais tu peux pas lui prendre le bras, il te poignarde. Ouais. Tu sais qu'il faut qu'il croie que tu es avec lui. Oui, tu fais semblant, c'est tout. Pourtant qu'il ne me demande pas de violer à mon tour. Mais tu regardes à côté, tu fais comment? Moi, c'est l'horreur. Bon, je regarde à côté, mais je vois quand même. D'accord. Mais dans mon cœur, pour moi, c'est pas un spectacle. Comment tu as fait pour pas sombrer dans la folie en fait? Je ne sais pas. Tu sais pas. Tu dirais que c'est une question de caractère? Je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Peut-être parce que j'ai fait les arts martiaux dans ma jeunesse. Peut-être j'ai une certaine force de volonté. Je relativise. Tu relativises, tu te mets en retrait. Tu relativises, tu dis que tu peux rien faire de toute façon. Parce que tu vois, il y a des situations où, quand tu ne peux rien faire, tu croises les bras. Quoi. Parce que tu vas réfléchir, tu te dis, bon, je fais comment et tout. On est là, toi et moi, ok? Pas dans ce studio, mais on est dehors. Tout d'un coup, on voit une voiture qui n'a pas de frein, qui déballe. C'est en pente, cette avenue. Tu fais quoi en ce moment? Tu ne vas pas l'arrêter. Tu ne vas pas. Ouais. Bon, ça, c'est le réflexe, c'est le premier réflexe, disons, qui te vient en tête. Voilà. Quoi, ça dépend où tu te caches derrière un arbre. En fait, ça dépend de la personnalité de chacun. Tu ne sais pas réagir. Ça dépend de la personnalité de chacun. Et ça dépend aussi des circonstances. Tout à fait. C'est ça. Donc, tu ne peux pas préméditer, tu ne peux pas te dire s'il arrive, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ouais, mais est-ce que justement, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, est-ce que ce livre, est-ce que celui-ci aussi, est-ce que c'est pour toi un moyen de lâcher prise et pour ta conscience aussi?
puisque tu as vu certaines choses, tu étais là, tu n'as pas pu agir. Est-ce que le fait que tu agisses aujourd'hui, c'est pas un moyen de sortir de tout ça? Non, c'est surtout, surtout, je crois, un outil pour moi de faire savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, voilà. Parce que moi, j'ai vécu, sortir de tout ça. J'ai vécu des choses que beaucoup de gens n'ont pas vécues. Toi, Coro, Stéphane aussi, il sait qu'il y a eu des millions de morts, mais vous ne savez pas comment ils sont morts. C'est comme par exemple, il y a quelques années... Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, on n'a pas assez montré de si films. Pas assez, oui, ça commence maintenant, mais parce que les langues se pendant délient. tout ce temps, on se demandait, mais toi, voilà, comment il peut y avoir... Comment... Moi, je te dis, quand tout ceci se passait, j'étais secrétaire de la société civile du Sud Kivu, dans ma province. Oui. Le pays était coupé en deux, ok? Il y avait la rébellion, donc chez nous, mais à Kinshasa, il y avait le gouvernement... Non. Mais pour aller là-bas, pour aller à Kinshasa... dans nos rencontres de la société civile, on devait passer par le Kenya, une fois par le Caire, pour prendre l'avion et rejoindre Kinshasa. Oui. Mais quand on arrivait à Kinshasa, on racontait, tout ce que je te dis, ça disait, non mais c'est des balivernes, je ne sais pas. Quoi. Un enfant soldat, ça ne peut pas exister. Okay? Ils n'avaient pas conscience, en fait. Ils pensaient que nous en rajoutions, quoi, tu vois. Est-ce qu'un homme normal Parce peut qu'ils n'avaient pas l'information, en fait. Ils n'avaient pas l'information. Ils entendaient ces bruits de loin, mais après ils disent, non, c'est du cinéma, il doit y avoir... Un Bantou ne peut pas s'imaginer qu'on puisse violer une femme, par exemple. Est-ce qu'on peut violer une maman? Et puis il a découpé à la hachette. Voilà. Parce que le docteur Maubush, il en a réparé des femmes. Mokogué, il en a réparé des femmes. Non, mais c'est vraiment ça, mais bon, je m'excuse, tu es une maman, tu es une dame. Oui, mais pour les avilir, on les violait. Et après, on leur enfonçait des bâtons dans... Oui, il a carrément dit en conférence. Lui, il a pas mâché ses mots. Il en a opéré mais des milliers. Moi, je viens de Bukavu. Il les a carrément reconstruites à l'intérieur. Mais y compris des bébés. Même des bébés aussi. De 6 Comment mois. tu prends un bébé? De 6 mois, une petite fille de 6 mois. Tu la violes par où? Tu vois, c'est bestial, c'est inhumain, c'est diabolique. Tu peux pas. C'est pas un besoin sexuel. Parce que bon... Des jolies filles, il y en a consentantes, il y a des putes où tu peux... Mais un bébé... Non, là, c'est la destruction. C'est la destruction volontaire. Ouais. Et pendant, tu vois, on parlait de l'armée rwandaise. Ouais. Attends, est-ce que tu sais qu'il y a des régiments entiers de militaires qui ont été envoyés du Rwanda pour venir violer des femmes? Mais dans ces régiments, on choisissait celles qui ont le sida. Pour transmettre le sida. Pour aller oui, il en a parlé aussi dans sa conférence. Et c'est là où il a dit que certains villages étaient justement là où il y avait les richesses naturelles. Oui, étaient vidés. Voilà, pour les téléphones. Même aujourd'hui encore, ça se passe. Non seulement pour les minerais, mais il y a depuis 5-6 ans, 4 ou 5 ans, je ne sais pas, dans les territoires de Beni Butembo. Oui. On parle de ADF musulmans et tout, moi je ne crois pas. Là, ils cultivent, les pauvres, les villageois, là, les paysans, ils cultivent beaucoup de cacao. Ils sont tranquilles toute l'année et ces rebelles ne viennent que quand le cacao est mûr et qu'il faut récolter. Ils tirent, ils violent et les gens s'enfuient. Eux récoltent des tonnes de travail qui est déjà le travail des autres, en fait. Ils profitent du travail des autres. Okay. Donc, c'est pour ça. Certains ici parlent de conflits ethniques. Il n'y a pas de conflit ethnique au Congo. Ça n'a jamais existé. Aucune ethnie n'a jamais vraiment été contre une autre. C'est arrivé du temps de nos parents, tu vois, parce qu'on est tous agriculteurs et éleveurs. Il est arrivé que toi, par exemple, tu es d'une ethnie d'éleveurs. Oui. Nous, on est agriculteurs. Tes vaches viennent bouffer mon maïs, mes champs. Oui, on se bat pendant quelques... Et puis, on s'entend. OK? Mais ça ne reste pas des conflits. Non, là, on voit bien que c'est une technique mise au point. Là, c'est vraiment rodé. C'est des commandos formés qui sont formés pour c'est pour ça qu'il disait que le viol est utilisé comme une arme de guerre. Tout à fait. Comme je viens de te dire. Qui met la honte. On va retourner quand même à ce qu'on disait. Donc, tu es avec ce groupe. Tu restes combien de temps à voir ces horreurs avec ce groupe? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et puis, à un moment, je n'en pouvais plus. Alors, vas-y, crache. C'est ce que je veux savoir, en fait. Puisqu'on n'en pouvait plus. Des horreurs, mais bon, tu peux... on met ça, Stéphane, pour que ceux qui s'intéressent... il est là, je reviens de l'enfer. Il a été publié en 2014 chez l'Harmattan. Quiconque veut lire, il peut le commander. Donc, les horreurs étaient telles qu'on ne pouvait plus supporter. À un moment, j'avais laissé ma famille. À un moment, j'ai dit... Parce qu'on dormait avec eux, tu vois. Il y a le commandant Gabriel Amissi. Attends, est-ce que tu as réussi, c'est ce que j'allais dire, est-ce que tu as réussi à créer un lien
amical avec des personnes. Amical, c'est un peu dire. Tu vois, tu les côtoies mais on était obligé de manger ensemble, voilà, de dormir est-ce qu'il y a une ensemble. Parce qu'ils pensent que nous sommes du même bord. D'accord. Au départ, tu fais semblant. Mais comme pas mal d'agents doubles ou d'agents secrets, quand tu t'infiltres, après, des fois, tu repères certaines personnalités. Est-ce que tu as réussi à un moment donné à t'adapter et à comprendre un point de vue ou pas du tout? Pas du tout. Jusqu'au bout, tu as fait semblant. C'était d'une telle bestialité que je ne pouvais pas les comprendre. Tu pouvais pas. Je pouvais pas. T'as pas pu. Parce que c'est des gens, des beaux gosses qui ont étudié en plus, qui ont fait l'école de formation des officiers. Hein. Ça veut dire qu'ils sont gradués en sciences sociales, maîtrise en sciences sociales. Mais justement, est-ce que toi, en tant que journaliste, tu as réussi à comprendre leur motivation? Leur motivation, ils disaient qu'ils se battaient pour... ils s'appelaient ça une rébellion, mais en fait commandité à partir de Kigali, pour destituer le président Kabila, pour fomenter un coup d'État, voilà. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils décimaient leur propre population, mais pour régner sur qui après? D'accord, il y avait une incohérence, c'est ce que j'essaie de comprendre en fait. Mais moi je ne pouvais pas leur demander, mais pourquoi vous faites ça et tout, parce qu'ils vont comprendre. Mais comme tu me disais que c'était des intellectuels pour certains, donc c'est pour ça que j'avais du mal ils parlent français mieux que toi et moi, ils ont des diplômes. Mais il y a quand même une incohérence. Moi, je ne les comprenais pas. Je me demandais s'ils fumaient des trucs. Parce que c'est des gens normaux, mais tout d'un coup, ils deviennent bestiaux. Complètement comme des robots, quoi. Tu ne comprends plus. Tu ne comprends plus. Tu manges avec lui, et puis à un moment, il se retourne. Et c'est là qu'on comprenait qu'il peut te tuer. S'il avait deviné, donc si je parlais beaucoup avec eux... Tu n'avais pas vraiment le choix. Ah non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix du tout. Alors, je chuchotais avec Pisquet, je disais, fais attention, il ne faut surtout pas remarquer que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font. Oui, parce que ton caméraman, des fois, te disait, mais agis. Justement, tu me disais tout à l'heure, il te disait tout le temps, mais il faut faire quelque chose. Il faut leur dire. Le commandant Tango Fort dont je te parle, là, qui était S4. Tango, ça veut dire bureau T. T, Alpha Bravo, Tango, ça veut dire T4, ça veut dire c'est le service de logistique dans l'armée. Il était chef du bureau logistique. Tango, c'est resté son nom. T4, donc Tango Fort. Son frère, c'est Gabriel Amissi. Mais c'était un gars très bien, quoi, tu vois. Tu rigoles avec lui, tu bois, très social. Mais devant moi, à Kalemi, quand ils ont pris la ville de Kalemi, c'est la ville principale de la province aujourd'hui, on appelle province du Tanganyika. Okay? Et là, on apprend, c'est encore une fois RFI. RFI qui dit au journal du matin, je ne me souviens pas de la date, je crois que c'était le 2 septembre par là, ou le 22 août, je ne sais plus, il faut lire, qui dit que les rebelles sont entrés dans Kalemi, mais que la ville est entourée par les forces de Kabila, du président, les forces gouvernementales. Et là, Tango Fort, il dit donc, je vais brûler toute cette ville, je vais massacrer tous les jeunes de la ville. Incroyable. On le disait comme ça autour d'une table. Et le matin, Tango Fort, il l'a mis en moi je te dis, le quartier général, il est sur un promontoire, sur une colline. On voit en bas une partie de la ville qui s'appelle le quartier Maluku. Mais à 9h du matin, il a bombardé ce camp au bazooka, au lance-flamme. Incroyable. Il y avait à côté de lui Dodi, son garde du corps, qui au lance-flamme demande aux gens de Kalemi, je ne pense pas que ça a été rétabli, rebâti, reconstruit. On a brûlé ce quartier et lui, Tango Fort, avec qui je vivais, on dormait sur le même matelas par terre, il avait une Kalachnikov à 200 mètres de hauteur. Il tirait sur tous ceux qui... Tu vois, lance-flamme, hein, toutes les maisons sont en feu. Une souris, une rondelle, une poule, une vieille maman, tout ce qui sortait. Tu vois, aucune empathie, en fait. Et c'est le lendemain qu'avec Pisquet, mon caméraman, on a commencé à se dire, non, un jour, on va y laisser notre peau. Et comment tu as fait pour pouvoir partir? Comme ils pensaient que nous étions des amis, on leur a dit que nous venons d'avoir des nouvelles, que ma femme, Emerance, est malade. Est-ce que vous pouvez nous accorder quelques jours pour aller voir la famille? C'est le moyen de fuir, et revenir, Et puis on n'est jamais revenu. Mais justement, on a vu dans certains... tu as pris des photos aussi de certaines choses qu'ils faisaient, en fait. Ils ont posé pour toi avec leur mitraillette. Oui, on n'a pris pas des photos comme telles, mais j'avais un petit appareil Yashica. À un moment, je me suis retrouvé sans pile. Mon caméraman Pisquet. Ils posent avec fierté en plus. Oui, c'était... En fait, pour eux, ils se prenaient pour... D'abord, je te dis, c'est leur surnom. Il y en a un qui s'appelait Tyson. Pour lui, c'est l'homme le plus fort. Et un autre qui s'appelait USA, je crois, quelque chose. Donc, qui représente l'Amérique, quoi. Le gros bras. USA, je ne sais plus.
Et donc, ils posaient pour montrer que c'est eux les plus forts, de Piscotto, Schwarzenegger, quoi, tu vois. Et donc, je prenais des photos, mais à un moment, tu vois, les pellicules, à l'époque, on était des pellicules. C'était mal conservé, ça s'est abîmé. Mais c'est surtout Pisquet qui filmait tout avec sa caméra. C'était les bandes de VHS. OK? Je ne sais pas comment ils ont deviné quelque chose. Le commandant Anissé, il a ravi à Pisquet toutes les bandes, tous les enregistrements. Tu n'as pas pu avoir beaucoup de choses. Parce que quand on lui a dit on lui a demandé la permission de rentrer à Bukavu pour voir notre famille et qu'on va il vous a peut-être un peu suspecté, non? En tout cas, il savait que j'étais journaliste. D'accord. Donc il savait que nous étions à 100%. Il ne s'est pas fié à 100%. À un moment, il s'est dit, bon, on est avec eux, mais ils peuvent encore aller donner ces images à leurs amis journalistes blancs, etc. Je crois qu'il y a eu ça et tout. Donc, on n'a pas gardé les images. Mais on est resté avec une seule bande, cassette VHS, qui, avec la conservation, l'humidité, s'est détériorée. Donc, je crois qu'il peut encore y avoir des images, mais il faut des studios hyper... mais en tout cas, tu en as une. Pas ici. D'accord. Pas ici. Mais alors donc, tu t'en vas, tu rentres, et là, qu'est-ce que tu fais? Quand je rentre au pays. Oui, une fois que tu arrives à à les quitter, quoi. Ouais, alors là, c'était la guerre, la guerre qui a continué et tout. Et puis, la guerre est arrivée à Kinshasa le 17 mai 1997. Le président Mobutu est parti. Oui. Le président Kabila a pris le pouvoir. Mon oncle paternel, qui est général aujourd'hui, qui était, pendant la guerre, c'était lui le chef de l'armée, on appelait la région militaire à Matadi, dans le sud. Et lui, il a fait toutes les grandes écoles de militaires et tout. Il a eu la présence d'esprit, il a appelé ses militaires, il leur a dit, les gens qui viennent là, ils sont beaucoup plus forts que nous. On ne peut pas les affronter. Il a pris les clés des arsenaux et tout, il est allé avec un drapeau blanc. C'est pour ça que c'est à cause de mon oncle que cette province, il n'y a pas eu de coup de feu. A été épargnée. Kabila prend le pouvoir, il dit faites venir le colonel Mudekereza, c'est mon oncle paternel. Ouais. Il était lieutenant-colonel. On le fait venir, il dit tu as sauvé cette province. Parce que c'est une province de têtu et tout, on allait brûler cette province, mais grâce à toi, ils sont sauvés. Pour te remercier, je t'envoie, parce qu'il était avec mon père à l'école de police, à l'époque belge. Il lui dit, je t'envoie pour aller recréer la police à partir de Bukavu, ta ville natale, et préparer ta retraite. Il avait, je crois, 60 ans à l'époque. Oui. Ou 50, 55, par là. Il est né en 44, il avait 53 ans, je crois. Bon, basta. Et donc, il arrive à Bukavu pour recréer la police. Évidemment, la police nationale congolaise a commencé en 6. Dans sa chambre à l'hôtel Riviera. Il fait venir son ami, le capitaine Mukendi, ses amis militaires. Il le nomme S2, ça veut dire chargé de la sécurité et tout. Oui. Non, S2, ouais, renseignement et sécurité. Il nomme Major Luabanji et tout, tu vois, S1, S2, S3, S4. Mais il se fait qu'aucun des militaires, de ses amis-là, aucun ne peut gérer le bureau S5. Presse, information et relations publiques. Et c'est là qu'il me dit, Déo, tu prends les rênes. Tu prends les rênes, tu vois. Non seulement c'est parce que c'est mon père, mais on était payés. On commençait à être payés. Pour moi, c'était un travail. Et même, tu avais la capacité de le gérer, de le faire. Ben oui, bien sûr, ouais. Parce qu'il dit, bon, tu es mon fils, et je sais que c'est moi qui t'ai envoyé à l'école, on peut dire. Okay? Donc, il était lui-même journaliste. Et donc, mon travail, j'étais le seul civil, encore une fois, dans tout l'état-major. D'accord. OK? Et donc, tu as pu voir tout ce qui se passait. Tout. Et d'abord, il ne me cachait rien. Les bonnes et les mauvaises choses. Bon, c'est moi qui faisais les rapports de l'état-major. D'accord. Okay? Et mon rôle, comme relations publiques, c'était d'aller inscrire les enfants des officiers à l'école, regarder l'état, comment les familles de militaires vivent dans les casernes, et surtout faire les rapports d'activité de la police. Je faisais des émissions à la radio, des émissions de code de la route, comment se comporter dans la cité, quoi. Okay. Et donc, mais comme il avait pour mission, et c'était aussi son ambition, de créer une vraie police, qui n'a rien à voir avec la police de Mobutu, la gendarmerie de Mobutu, de voleurs, de pillards. Ouais. Il a institué l'école de police, comme il avait appris lui-même
à l'époque à l'école de police des Belges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'école de formation des officiers, que j'avais fouillé quelques temps avant, tu te rappelles? Oui. Il y avait 33 cours pour être un bon officier. Nous, en 9 mois, à Bukavu, au Kwamoké, on a fait ces 33 cours. La seule chose que je suis officier de police judiciaire, j'étais journaliste de l'armée, et la seule chose que je n'ai pas faite, c'est peut-être sauter en parachute ou conduire un char. D'accord. Mais code pénal, tout ça, tout ça. On peut dire aussi journaliste de guerre. Hein. Aujourd'hui, le tout. Ouais. Et puis MROP, maintien, rétablissement d'ordre public, quand il y a des manifestations. J'ai une question importante suite à la conférence que j'ai vue. Beaucoup de gens ont dit, parce qu'après il y a eu un débat, qu'il y avait eu des chefs qui avaient fait pas mal de dégâts durant ce génocide, qui ont été promus. Des chefs qui ont été mis en place à l'armée. Alors, tu en dis quoi de ça? Non, mais je te dis que celui que je viens de te citer, oui. qui a brûlé, qui a violé, qui a incendié. Comment ça se fait qu'ils ont été promus? J'ai envie que tu parles de ça un peu. Non, mais c'est parce que il y avait 4 principales rébellions. OK? Le RCD à l'est, il y avait Jean-Pierre Bemba avec sa rébellion. Vers le nord, le MLC, il y avait 4 rébellions et le président Joseph Kabila, donc Joseph au pouvoir. Et en 2002, la communauté internationale se dit qu'il faut mettre fin à la guerre. Donc, et toutes ces rébellions et le gouvernement central se réunissent à Sun City. Moi, j'étais à Sun City en Afrique du Sud, dans la suite justement du général du général de la police. Et donc, c'est là qu'on institue un gouvernement qu'on appelle 1+4. C'est une bêtise, moi je dis. Alors pour toi, c'est une bêtise. Ouais. Parce que, pour moi, tu craches. Parce que ça a accouché de la situation qu'on connaît actuellement. Parce que c'est à Sun City qu'on dit, on s'entend, hein, les politiciens, ils disent M. Kabila, le président de la République, va rester président et les 4 rebelles seront vice-présidents. Tu vois? C'est fort. Ça veut dire, au lieu de les envoyer en prison, on les nomme vice-présidents. Et chacun de ces chefs de rébellion vient bien sûr avec son armée. Okay? Donc ça fait le monsieur dont je te parle là, du MLC, en fait. du RCD, le général Amici Tangofor, pour situer parce qu'on a parlé de lui, il était le chef de la rébellion, il est devenu le chef de la rébellion du RCD, et son chef politique, M. Zarias Rouberois, devient vice-président de la République. Et donc, lui, il est dans les arcanes du pouvoir. Aujourd'hui, malgré qu'il a brûlé tous les villages académiques, il est général 4 étoiles aujourd'hui. C'est lui le chef d'état-major de l'armée. Tu as posé une question, on peut revenir là-dessus. Oui. Comment est-ce que ce monsieur permettra un jour qu'il y ait une cour pénale pour juger les criminels de guerre, alors que c'est lui le numéro 1? Le dossier qui est sous scellé. Ah ben voilà. Et c'est pour ça que ces dossiers sont sous scellé. C'est pour ça, moi je crache, je suis là pour ça. Non, tu vois que les réponses viennent. Je vois que Stéphane comprend aussi petit à petit. C'est pas facile à expliquer, quoi, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas soulever ce rapport-là, en fait. Mais il peut pas sortir. Attends, je donne un exemple. Toi, tu te rappelles, Koro, le jour où tu as volé la poule de Stéphane, moi je t'ai vu. Non, mais c'est clair. Je t'ai vu. Je crois que tout le monde a compris, là. Mais Stéphane, il sait aussi, quand j'ai violé cette petite fille, qui va arrêter l'autre. C'est complexe. Toi, tu m'amènes à la justice, mais moi aussi, je vais dire ce que je sais. Donc tout le monde a peur, en fait. Ceux qui dirigent le Congo, si tu veux que je crache. Oui, crache. Et politiquement, et militairement, c'est une association de malfaiteurs. Tous ces gens-là, ce qu'il faudrait, il n'y aura jamais assez de prisons pour les enfermer. D'accord. Ce qu'il faudrait faire au Congo, c'est ce qui a été dit en conférence. Apolitique, je l'ai dit aussi dans le film. Tu es apolitique, oui. Tu es apolitique. Ce qu'il faudrait pour avoir peut-être une chance de punir, si on peut dire, ou d'isoler ces gens-là, c'est construire un grand mur autour de la présidence de la République, construire un grand mur, mais un mur de 100 mètres de haut, autour du quartier où il y a les ministères, construire un immense mur, une muraille de Chine, autour de l'état-major de l'armée. Comme ça, ils vont pourrir là-dedans. C'est tous, il y a pas un pour racheter l'autre. C'est pour ça que je te dis, je suis apolitique. Voilà. Je ne vois pas qui je peux voter. D'où ton dégoût, en fait. Complet. Est-ce que tu penses que, finalement, ils seront jugés un jour ou pas? Je ne sais pas. Parce que rien n'est mis en place pour qu'ils soient jugés. Tu gardes espoir? Non. Rien n'est mis en place pour qu'ils soient jugés un jour. Mais les années passent et eux aussi ils vieillissent. Ils vont mourir avant d'être jugés. Donc tu penses qu'ils seront morts avant? Si au moins il y avait des... C'est pas moi, des... Alors qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais qu'il y ait de plus en plus de conférences pour informer la population pour pas que ça ne se reproduise?
Oui, s'il y avait moyen. Le fait que justement les communautés internationales qui n'en parlent pas parce qu'elles en bénéficient, je vais cracher pour aller plus vite, c'est parce vrai. que le temps passe. C'est la vérité. Elles en bénéficient donc, elles ne voient pas l'intérêt d'y mettre un terme, en quelque sorte. Tout le monde s'en sort plus ou moins bien et on camoufle. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça perdure, puisque tant qu'il y aura ces richesses dans le sol, ces violences vont continuer. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Qui se mord la queue. C'est que je voulais te répondre par un aphorisme, mais tu as répondu avant moi. Pour que ces cycles de violence et de guerre cessent au Congo, il faudrait, je sais pas, une puissance supérieure qui va déterrer tous ces minerais et tout. Tant que le Congo sera riche, il y aura toujours ce problème. Donc l'aide ne peut pas venir de l'extérieur. Quel extérieur? Il y a la mission des Nations Unies au Congo, tu vois là, voilà. l'ONU. La mission des Nations Unies au Congo. Tiens-toi bien, ma chère Coro. C'est pour ça qu'il y a le pantin. Ben oui, c'est M. Kagame. On ne voit que Kagame. Bon, pour moi, je le dis, s'il m'écoute, j'ai rien contre lui, à part que c'est un assassin. Tu vois? Mais c'est un bon dirigeant. Et c'est pour ça que la communauté internationale a confiance en lui. Les Blancs ne te donnent pas le pouvoir pour rien, quoi. Donc, ils ont confiance. Quand tu dis les Blancs, encore une fois, tu parles de qui? C'est ceux-là. Tu parles les USA, de la les Français. France, on du est en France. USA. Est-ce que tu sais que la France, notre chère France, se sert aujourd'hui de l'armée de Kagame, c'est expliqué là-dedans, comme une armée de mercenaires pour aller protéger les biens de Total au Mozambique. Il y a dans le nord de Mozambique, il y a les mines de gaz dans la province du Cabo Delgado. Ces mines ont été attaquées à un moment, qui appartiennent à Total, Total Energy. Ces mines ont été à un moment intimidées par des djihadistes. Comme... c'est un peu, on va pas rentrer dans le vif du sujet, c'est un peu comme l'opération Barkhane au Mali. Comme Barkhane, voilà. Et comme en Centrafrique aussi. L'or ici, il n'y a pas d'or. Il faut en trouver. On va appeler un chat. Sinon, on va fermer les usines. Quand il n'y a pas de coltan, toutes les usines de fabrication d'iPhone vont fermer. Aujourd'hui, il y a aussi la guerre du cobalt. Okay? La guerre du cobalt, ça c'est au Katanga. Mais on vient de découvrir un minerai qui est encore plus puissant que le cobalt. C'est le lithium. Oui. Okay? Là, partout, il y a du lithium, encore une fois à l'est du Congo, il y aura encore des guerres. Parce qu'il faut que M. Minsk conduise ces. Et quand il y a des guerres, il y a des déportés, il y a des cadavres. Et puis il y a des gens qui arrivent de partout. Et puis après, en Europe, les villages sont vides aujourd'hui. Il faut cracher aussi. Ouais. Après, quand on dit qu'il y a des gens qui arrivent, qu'ils immigrent, il y a une cause à effet. Non, mais tous ces jeunes qui se noient dans la Méditerranée, c'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. À cause de tout ça. Okay. Je te donne un exemple. Moi, quand j'attendais ma famille, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la façon dont je suis venu en France, j'étais séparé de ma famille. Quand j'étais obligé de demander l'asile en France, ma femme et mes enfants sont restés au Burundi. À cause de tout ce que tu as fait, tu as été obligé de demander l'asile. Oui. Quand mon frère a été assassiné, on peut revenir si tu veux. Mais pendant cette période-là, je veux dire, j'ai vécu 3 ans à la CIMAD, à Massy. Okay? La CIMAD, c'est une association d'aide aux migrants. Ce que je vais te dire, c'est qu'il y a un exemple d'un ami, un jeune Sénégalais, Salif il s'appelait, qui m'a touché et qui m'a fait comprendre des choses. C'était à la préfecture d'Evry. Il était convoqué, tu vois, les migrants, il était convoqué tous les jours pour ses papiers et tout. Et puis un jour, il y a une dame, les dames qui travaillent là-bas, qui lui dit, mais pourquoi vous, les Africains, vous venez toujours ici? Et le monsieur, Salif n'a pas fait d'études et tout. Salif lui répond, il dit, mais parce qu'il y a trop de Français chez nous. Et la dame s'est énervée, elle dit, mais il est fou, donnez-lui ses papiers. Je te jure, Coro, ses papiers étaient prêts en 3 minutes, on lui a donné, mais on le faisait marcher. N'empêche qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, c'est pour ça que j'ai réfléchi après. Donc, il y a trop de Blancs et de Chinois, c'est nous qui se mêlent de toutes... Quand tu dis blanc, encore une fois, c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni, parce qu'aujourd'hui, je te dis qu'il y a des guerres, on se sert de M. Kagame pour aller massacrer les Congolais, pour que les Blancs, que je dis les Blancs, donc les multinationales et les Chinois, ils aient les richesses, en passant par le Rwanda, comme je t'ai expliqué qu'elle transite là-bas, d'où le Rwanda est devenu premier producteur de ces minerais qu'il n'a pas dans son sol et tout. Et donc, le conseiller principal de M. Kagame, tu sais c'est qui? C'est Tony Blair, l'ancien premier ministre. T'as craché? Ouais, c'est Tony Blair, c'est marqué là-dedans. Okay? Et celle qui gère le pool des avocats de M. Kagame, c'est Mme Cherie Blair. Maître Cherie Blair, la femme de Tony. Okay? Son autre conseiller, c'est Bill Clinton. Donc ça va loin en fait. Ok. Quand tu dis que... C'est un réseau d'influence. Quand tu dis... Je te parlais de la MONUSCO, on a l'ONU. Depuis 1999,
La vérité est terrée à cause d'un réseau d'influence. Ça fait 24 ans extérieur. que la mission des Nations Unies est au Congo. Il y a 19 000 militaires de tous les pays du monde. Ils dépensent $1 million par jour, pas par semaine. $1 million par jour. Depuis 25 ans, ils sont en vacances. Les gens se demandent, maintenant quand ils passent dans leur belle voiture, on leur jette des pierres. Pendant qu'on viole ma mère à côté, ce n'est jamais à plus de 2 km, 4 km d'un camp. Mais tu vois des hélicoptères de combat, mais qu'est-ce qu'ils font là? Okay? Ça tire. Moi j'étais journaliste, tu vois, au pays. Chaque fois qu'on entendait qu'il y a un village qui a été attaqué et tout, j'étais vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo. J'allais dans chaque rédaction, je prenais 1 ou 2 journalistes, on descendait sur le terrain. Oui. On arrive dans les camps de la MONUSCO, donc Mission des Nations Unies au Congo. On leur dit, est-ce que vous savez ce qui s'est passé cette nuit? Ils nous disent, non, chez nous c'est vallonné, à l'est, il y a des collines et tout. Ils disent, non, on n'a rien à apprendre. Toute la nuit, depuis 21h jusqu'au matin, on a vu ce village-là, sur la colline, qui brûlait. On a entendu des mitraillettes toute la nuit, on a entendu des femmes qui criaient et tout. Ils nous mettent dans leur véhicule blindé, on monte dans ce village, on monte, et là, on voit des cadavres encore saignants. Ok? Le chef de village, on compte les maisons qui brûlent encore. Le chef de village nous dit combien de jeunes enfants ont été emportés comme enfants soldats, combien de petites filles ont été emportées comme esclaves sexuels, et que les mamans, les vieilles femmes qui ont été violées, qui pleurent de honte et tout. Et après, on leur dit, mais vous faites quoi? Pourquoi vous... Ils sortent un papier, tu dis, nous sommes la mission d'observation des Nations Unies. Je connais cette histoire. Après, il faut un rapport à M. Ban Ki-moon, à M. Kofi Annan. Il y a eu justement quelqu'un qu'on a beaucoup parlé, c'est Gaël Faye. Oui, je connais Gaël. Voilà, qui en a beaucoup parlé, parce qu'il y a eu justement, suite à ça, 20 femmes qui ont eu le courage de dire ce qui s'était passé, qui se sont fait violer par les observateurs, qui ont pris un car et qui sont venus pour témoigner et pour les confronter face à la justice en France. Oui. C'est important parce que lors des conférences, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au moment de la conférence. Je ne comprends pas qu'on ne mette pas ça en lumière, parce que c'est quand même, il fallait une sacrée force de caractère pour venir en France demander justice au niveau de ceux qui étaient sur place en tant qu'observateurs. C'était quand même des Français. Il faut du courage. Voilà, il y avait des Belges, mais il y avait aussi des Français. Oui, voilà. Bon. Donc bravo. Donc, non, comme tu le connais, voilà, c'est pas n'importe qui. Donc, comme on disait au début, il y a beaucoup de gens qui ont vécu beaucoup de choses, mais qui ne peuvent pas témoigner. Soit ils ne savent pas. Tu vois, nos vieilles mamans, là, d'abord, elles ne peuvent pas parler en français, par exemple. De toute façon, généralement, dans la coutume, on ne parle pas trop. C'est des choses qu'on a envie d'oublier. Et puis, je pense qu'on est trop chrétiens aussi. On s'est dit, bon, Dieu me vengera un jour, on va à l'église, amen, au nom du Père, et c'est fini. Mais on voit aussi... On n'a pas l'esprit de vengeance. On voit qu'il y a beaucoup l'influence, beaucoup le fait des connivences extérieures, internationales, les opportunités, les lobbies, les richesses. C'est toujours le même problème. Il y a tellement de choses, l'amalgame de choses au point que... Beaucoup de mensonges aussi au niveau des gens qui sont au gouvernement. Justement, on va faire une transition. On va s'écouter quelque chose parce qu'on va faire la partie information. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes, en une semaine, il y a 3 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons. Ici en France? En France, ouais. Et on en est à 50, certains disent 51 depuis le début de l'année en tant que féminicide. C'est énorme. En 6 mois, c'est énorme. Alors il y a le plan AVIF qui a été déclenché. On ne sait pas ce que ça va donner. On espère que ça donnera quelque chose. Là, je vais montrer une petite vidéo. Il faut écouter certaines choses. Oui, c'est important. 800 mères et de futures mères ont été victimes de féminicide sous Macron. De ces lèvres enrobées de miel, il faut dire, ces femmes, c'était nos amies, nos filles, nos sœurs, nos mères. Mais dans son cœur rempli de fiel, pas un mot de compassion, ni de regret, ni de pardon pour toutes ces mères et ces futures mères. Assassinées, battues, brûlées, violées, ces familles endeuillées, ces enfants brisés, sous cette république bâtie dans le sang des femmes décapitées, et sous son quinquennat blablabla, entaché à jamais du sang, du grand mensonge de l'égalité. Pas un mot de compassion, ni de regret, ni de pardon pour toutes ces mères et ces futures mères décapitées, noyées, éviscérées, égorgées par cette république dite de l'égalité, à cause de leur combat contre l'exclusion des femmes de la Déclaration des droits de l'homme et de l'égalité républicaine. Pas un mot de compassion, ni de regret, ni de pardon pour toutes ces mères et ces futures mères, victimes depuis plus de 200 ans de violences sexistes et sexuelles, politiques et judiciaires, conjugales et professionnelles, sous cette république dite de l'égalité,
à cause des lois sexistes, de nos du code civil et de néfammes code pénal qui avaient frappé les femmes d'un statut légal d'être inférieur, de sans droit, n'ayant pas le droit de travailler, de voyager sans autorisation de leur mari, n'ayant pas le droit d'accéder au lycée et aux universités, n'ayant pas le droit de voter une détenue, soumise au devoir d'obéissance aux viols conjugaux et à la dictature patriarcale. Franck Grava, qui fait un tintouin sur les réseaux, qui ameute tout le monde. C'est pour ça que je l'ai passé, parce que il n'a pas peur. Il va en fait, il affronte, il porte plainte, il va loin en fait dans ses dires. Tu sais, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Il crache. Il y a un moment où on a beau être timide, on a beau avoir peur ou quoi, mais il y a un moment où on se dit, j'en ai trop vu, il faut que je parle. Okay? Personnellement, je te dis, j'ai fait le front et tout. Jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que je m'appelle Deogracias, comme Déo, comme Dieu et tout. Mais il y a des moments où je me demande comment je suis encore vivant, moi. Parce que j'étais au front, tu te rends compte, vous êtes à 17, vous vous cachez dans une embuscade, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que tu es seul autour de 14 cadavres. Alors, moi je me dis, je sais que je peux mourir d'un instant. Mais là, dans ce que tu nous décris, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Tu es en état de guerre, on est d'accord ? Là, ici, on est soi-disant dans un pays civilisé. Donc, on n'est pas en guerre. Et pourtant, des femmes meurent en une semaine. Je dis bien en 7 jours. Sous le coup de 3 femmes qui sont conjoint. mortes sous les coups de leur conjoint. Et j'ai mis Oumou Sangaré avant parce que elle a expliqué sa position. Elle l'explique directement. On le voit. À la fin, elle s'énerve. Elle s'énerve quand elle voit que finalement, elle n'a pas totalement raison. Enfin, ça n'engage que moi. Elle commence à dire non, elle arrête l'interview. Pourquoi ? Parce qu'elle est mise face à elle-même. Face à elle-même. Après, il y a le droit de réponse. Je reprends en septembre, il n'y a aucun souci. Mais quand on dit, elle a dit, faire une chanson pour les femmes, qu'elle combat pour les femmes depuis 15 ans, mais quand son fils, quelqu'un qu'elle considère comme son fils, maltraite, bat... maltraite. Enfin, c'était même de la barbarie, brûle. Enfin, c'était de l'esclavage. Enfin, il y avait de tout. Elle le défend parce que c'est son fils. C'est pas normal. C'est pas une bonne maman. On dit bien, on voit bien que c'est le problème de la société. C'est pour ça que j'ai mélangé tout ça. J'ai mélangé les dirigeants. Je veux montrer qu'il y a un problème. Et le problème de fond, c'est qu'il faut savoir dissocier le bien et le mal. Tout simplement. Je te donne tout à fait raison. C'est pas parce que j'ai dit moi-même aussi, personne n'est au-dessus de la loi. Personne ne peut se permettre de faire des choses qui ne sont pas bien parce qu'il appartient à telle catégorie ou parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a fait telles études ou parce qu'il a une notoriété. La loi devrait être la même. La loi et toutes les conditions de vie, disons, devraient être les mêmes pour tout le monde. Les blancs, les noirs, tout le monde a droit à une... Sinon, ce sera toujours un cercle vicieux. Sinon, ce sera toujours l'apartheid. Il y aura toujours des blancs pour dominer. Il y aura toujours des Au Rwanda, il y aura toujours des Tutsis pour dominer. Tu nous en parlais justement tout à l'heure. Donc, il faudrait qu'on trouve... c'est pas à moi de le faire, mais bon, il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Est-ce qu'ils s'en occupent déjà? Je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on trouve un moyen de convaincre tout le monde que nous sommes tous égaux. Et pas seulement dans la déclaration des droits de l'homme. Est-ce que c'est pas est-ce qu'en fait les artistes peuvent pas arriver à regrouper tout ça, à faire passer des messages à travers leur musique et certaines actions? Pourquoi alors ma question, pourquoi beaucoup d'artistes refusent de se mêler justement à cette politique que tu décris depuis tout à l'heure? Ça, je ne peux pas dire. Pourquoi ils ne prennent pas position? Juste parce qu'ils sont en lien avec certains présidents ou par crainte de représailles ou tu n'as pas d'idée? Je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas un artiste, je peux pas même. J'ai jamais réfléchi à ça. Tu en as cité un, par exemple, tout à l'heure. Il y en a d'autres. Le nôtre, là, oui, parce que lui, d'abord, je peux dire, la plupart des artistes africains, tu seras d'accord avec moi, la plupart n'ont pas fait beaucoup d'études. D'accord. Et ceux qui ont fait des études, j'ai cité Kofi Olomide. Je crois qu'il a un master en économie de Bordeaux, de l'université de Bordeaux. Mais après, il est rentré au pays, tu vois, la drogue, une vie dissolue. Et puis cette impunité-là, tu vois, parce que quand il chante, il a ses copains, tous de la high class, tous.
cela le met sur un piédestal, tu vois. Il n'a pas de morale, voilà. Il n'y a pas une certaine moralité qui lui dit attention, celle-là c'est la frontière qu'il ne faut pas dépasser. Tu vois? Et en plus, je n'aime pas incriminer les parents et tout, mais quand un enfant n'a pas de parents responsables pour le remettre sur le droit chemin, sois sûr qu'il ne peut pas se remettre lui-même sur le droit chemin. Tu parles d'un entourage. L'entourage. Qui éduque un enfant? Ce sont les parents à la maison. Les parents, ça veut dire aussi les grands frères, les oncles et tout, et les enseignants à l'école. Mais on a vu que le peuple réagit quand même parce que durant certains... Enfin, il y a des concerts de Fally qui ont dû être annulés, par exemple. Il y a eu des réactions, il y a eu une interaction de certaines personnes. Parle-moi un peu de ça. Ça, je ne sais pas te dire très bien. Je sais qu'il y a des concerts qui ont été annulés ici en France. Tu ne sais pas pourquoi? Si, parce que la communauté, la diaspora congolaise ici... crache un peu. Ce que j'en sais, moi je ne vais pas au concert, de toute façon, je m'en fous qu'il y ait des concerts annulés ou pas. Mais ce que je crois en savoir, c'est que il y a des gens qui empêchent certains artistes de se produire. Mais soi-disant qu'ils encouragent les voleurs qui sont au pouvoir. Donc ils voudraient plus, c'est ce que tu viens de dire. D'accord. Mais ça c'est du côté politique. Ils souhaiteraient que Fally arrête de chanter des conneries, je t'aime, etc. Qu'il s'implique davantage vers la recherche que Fally chante des chansons sur la démocratie, sur la démocratie, okay. Sur comment faire pour la recherche de la paix, arrêter la guerre, etc. Plutôt que de chanter tout le temps des histoires de femmes. L'histoire d'amour. Je pense que c'est ça leur principale motivation, quoi. Parce que c'est vrai, quand maintenant la musique, il n'y a plus de musique congolaise. C'est pour ça que je t'ai dit que je m'en occupe plus. Avant, on écoutait. Non, je n'écoute plus. D'abord, c'est le même rythme. Ça devient monotone. Et puis on ne chante que des choses. Heureusement, tu ne comprends pas l'ingala. C'est des choses que. Ils chantent que des. Mais je sais que c'est des chansons d'amour. Ouais, non, mais rien que la façon de danser déjà. Tu vois, quand ils dansent, une maman africaine ne danse pas comme ça, en fait. Okay? Pratiquement à poil, pratiquement nu. Et puis, dans leur cri qu'ils chantent, là, c'est les parties du corps de la maman. On ne chante pas ça, quoi, tu vois. Et ils apprennent aux enfants à chanter ça. Et tout en Ayango, ça veut dire qu'il faudrait se cogner encore plus et tout. Ça, c'est un exemple. D'accord, donc tu veux dire que ça va dans la l'immoralité complète. Dans la vulgarité. La vulgarité la plus complète. Okay? Et moi, je n'écoute plus ça. En tout cas, la musique congolaise d'aujourd'hui, quand Fally chante et que j'ai mon petit-fils à la maison, je fais. Et il a toujours chanté des chansons comme ça ou avant, c'était différent? Bon, il y a des moments où il a chanté de la bonne poésie. D'accord. Ouais, au début, mais je crois que... Parce que je crache, parce qu'il y a des années, il y a des années de ça, j'ai participé au début, j'aimais bien de Fally. Donc, je préfère le dire, je crache. Et c'était non, il a chanté des... Je ne sais plus les titres, mais je me souviens qu'il a chanté des chansons qui étaient en vogue, les gens... parlaient d'amour, tout simplement. Pas seulement d'amour, mais mélodies, plutôt, qui disaient au papa de ne pas frapper les mamans à la maison, la violence devant les enfants, c'est pas bien. Ça, c'est des choses valables, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, je me demande les gens qui payent 10 € pour aller à ces concerts et tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus que 10 €. Non, c'est pas. Enfin, j'ai rien contre lui, moi. J'ai rien contre lui, mais je pense qu'il peut mieux. Le rôle qu'il a dans la société devrait être plus éducatif, plus bénéfique à l'avenir de nos enfants. Il devrait servir de modèle, voilà. Pas juste chanter et danser, quoi. Non. Chanter et danser, on a chanté et dansé depuis l'indépendance, on n'a construit aucune route, quoi, tu vois. Ça, il y en a beaucoup qui le disent. Ah, ouais, non, mais on passe beaucoup. Tu te rappelles Enfin, tu te rappelles, on n'était pas là, mais les empereurs romains, comment ils mataient la population. Oui, tout à fait. Panes et circenses, donnez-leur du pain et des jeux du cirque qui seront distraits et tout. Tu sais pourquoi il y a occulter les problèmes. Pour occulter les problèmes. Tu sais que beaucoup de gens ne se posent pas la question pourquoi il y a autant de réveils aujourd'hui au Congo et partout dans le monde. Non, c'est allé maintenant partout dans le monde. Tu sais pourquoi? Ça, c'est Mobutu qui a créé ça. Il était ou conseiller ou intelligent. Parce que chaque fois que le peuple avait faim, il faisait venir les évangélistes américains. Il louait des stades et tout. Et donc, les gens ne vont pas marcher. Ils vont au stade
Hein? Et puis là, on leur apprend, rendez à César ce qui est à César. L'évangéliste, ils vont chanter, ils vont danser, et entre-temps, Mobutu, il est tranquille. Okay? Quand la guerre a commencé au Rwanda, c'est une anecdote, je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, en 1990, quand la guerre a commencé au Rwanda, l'armée de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, elle est venue de Kigali, les Tutsis, disons, elle est venue de Kigali, enfin, pardon, d'Ouganda. Ils ont frappé toutes les positions militaires parce que le général Habyarimana, comme l'armée de Mobutu, il ne pensait pas que ces petits Tutsis reviendraient un jour après 30 ans et tout. Ils étaient distraits, c'était devenu des généraux fainéants, disons-le. Ils ont frappé ils étaient un bon point. Ouais. Voilà, ils avaient beaucoup mangé. Oui, il a eu beaucoup mangé, bu trop de champagne, roulé à Mercedes. Il ne s'entraînait plus, quoi. Tu vois, un militaire, il doit s'entraîner, être sous le qui-vive. Et donc, ils ont attaqué. Celui qui m'a dit ça, c'est un oncle, un cousin de mon père, qui était capitaine sur le bateau de Mobutu. Les jeunes Tutsis, là, ils ont attaqué jusqu'à Ruhengeri. C'est 145 km de la capitale Kigali. Le président Habyarimana, il appelle son ami Mobutu, qui était sur son bateau à ce moment-là avec ses ministres en train de sabrer le champagne. Il lui dit, Mobutu, tu sais, ces jeunes Tutsis, là, ils attaquent, ils sont très forts. Mon armée ne parvient pas à les contenir. Et Mobutu lui dit, mais Juvenal, il s'appelait Juvenal, mon ami Juvenal, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Il dit, ils sont à Ruhengeri, à 145 km. Ça veut dire qu'en moins de 3 jours, ils seront dans la capitale. Il paraît que Mobutu n'a jamais rigolé comme ça. Il a rigolé, il dit à ses amis, ses ministres, il dit, mais voyez-moi ces imbéciles, cet imbécile. Il construit de belles routes, maintenant on va l'attraper comme un con. Chez moi, il n'y a pas de route. Ils ne vont pas venir. Tu vois? Et donc, il distrait la population pour sa sécurité. Il laisse les gens mourir de faim. Au Congo, il n'y a pas de route, parce que Mobutu, il sait que si on attaque, on est à 145 km. Il l'a dit, ils ont au moins 3 semaines. On n'a pas pu venir le cueillir. Ils ont au moins 3 semaines pour... Moi, j'ai le temps de me préparer. Et donc, c'était comme ça. Et chaque fois qu'il y avait une rumeur de révolte populaire et tout, il faisait venir Cassius Clay. Oui, c'est la fête. Non, il faut... Tu as des exemples. Le grand combat de boxe, on n'en avait pas besoin. Mais c'était quand les gens... allez, on vous amène Muhammad Ali et George Foreman. Et puis James Brown. C'est James Brown qui est à la base de la musique aujourd'hui au Congo. Il a fait venir aussi. Il a fait venir Charles Aznavour. Donc ce genre de truc là. Il faisait oublier pour faire oublier, pour distraire les gens. C'était un charmeur à sa façon. Ouais. Alors ici, il y a une thématique. J'aimerais savoir où tu te positionnes dans ton âme. Est-ce que tu te considères, c'est la thématique des B, plus bourgeois, parce que tu aimes la bonne vie, bohème, banlieusard, ou alors bof, la terre? La terre. Cultivateur et tout. Bon alors, je crois que je resterai... dans ton âme. Dans mon âme, oui, je crois que... d'abord, chez moi, là, j'ai eu la chance, j'habite à Vigneux-sur-Seine. J'ai la chance d'avoir un pavillon avec un petit jardin devant. Donc tu cultives un petit jardin, je cultive. Ouais. Donc tu restes à la terre. Chez moi, si tu viens... Bon, aujourd'hui, on est là. Tu n'es pas devenu bourgeois. Non. D'abord, je me suis toujours posé la question. Si tu me donnais, Koro, $1 million, je me demande qu'est-ce que j'en ferais. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferais. Il y en a beaucoup comme ça. Non, je ne sais pas. C'est les meilleurs, généralement. Je ne sais pas. Je gagne, je gagne un peu mon argent. Pas beaucoup, je ne suis pas bourgeois. Je n'ai pas beaucoup de comptes en banque. Mais tout ce que je gagne est des gens. Nous étions 10 dans ma famille, par exemple. Là, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de la guerre. Ici, aujourd'hui, mon père était fils unique. Mais si tu avais à choisir, donc tu serais bourgeois ou la terre, bof? Parce qu'après, je vais passer à ta dédicace, parce que l'émission va se terminer. Oui, si j'avais à choisir... Je pense que je choisirais, le métier n'existe pas, mais je pense que je choisirais qu'on me forme à gifler ces hommes politiques. C'est la thématique des pour les remettre sur le droit chemin, qu'ils pensent un peu à ça. On reste sur la terre ou pas? C'est bof ou c'est bourgeois? Stéphane est mort de rire. Non, bourgeois, non. Banlieusard? J'aime bien avoir des voitures de luxe, par exemple. Banlieusard? Mais tu me donnes l'argent, je n'achèterai. Banlieusard, oui. Banlieusard? Mais pas le banlieusard qu'on voit, une cigarette droguée. D'accord, le banlieusard. Le bon banlieusard calme qui donne des conseils aux jeunes du quartier. Ok, je vais faire ta dédicace, sinon on n'aura plus le temps. Alors, Deo Manujambo. Namujambo. Tu aimes la vérité. Ton discours est controversé. Mais peu importe, tu le portes. Tu te dresses sans peur pour que personne n'oublie la terreur. Celle que tu as vue dans les yeux de beaucoup qui ont tout subi, tout perdu et qui sous tes yeux
ont été traités en déchets. Tu refuses d'occulter, tu transmets, tu écris, tu publies, tu dénonces et attends des réponses. Tu brilles par ta non-transparence. Avec tes mots, tu crées une chaîne de rebelles qui fédère pour un monde moins cruel. Et pour cela, bravo à toi. Merci beaucoup. C'était ta dédicace. Tu me connais mieux que moi-même. Ah non, mais vu tes conférences, vu tes livres, vu ce que tu as à dire, et tu craches énormément. Non, je crache. Ça peut être dangereux pour toi, mais tu le fais. Hein? Bon, écoute. T'as pas peur? Ouais. Bon, je ne sais pas. La peur, tu connais? C'est dans ma nature. Je connais la peur et je sais les conséquences de la peur. Quand on a peur, c'est fini. C'est la déchéance. Quoi. Il vaut mieux se tirer une balle tout de suite dans le crâne. Parce que je pense que comme journaliste et comme témoin de ce que j'ai vécu, je pense que je n'ai pas le droit d'avoir peur. Tu sais, moi je suis... tu es là pour transmettre. Pour transmettre. Je suis en France depuis 14 ans, mais souvent je me fais l'effet d'un officier qui a abandonné ses troupes au combat. Les siens, d'un déserteur. Je suis déserteur de la police, c'est vrai, mais je me dis que les gens qui continuent à mourir là-bas et tout, pendant qu'ils pensent que je me tourne les pouces en France. C'est pour ça que tu t'acharnes autant. C'est pour ça que je m'acharne avec ce que je sais faire, écrire. Et être entendu. Être entendu, mais pas pour moi, mais pour eux. Pour les autres. Ouais. Ça, on ne l'a pas dit encore, mais tu as dit, je suis conférencier. J'ai fait à ce jour plus de 120 conférences dans les lycées. Dans les lycées, les collèges ici en France. Je connais la France mieux que beaucoup de Français pour parler du Congo, pour parler de tout ce qu'on vient de tout ce dont on vient de parler ici. Quand on te laisse l'opportunité de parler. Oui, on me laisse souvent l'opportunité de parler. Et après, il y a des fois, on te freine aussi. Hein. Bon, ça, c'est la première fois qu'on me freine à cause de ce livre. À cause de ce livre, parce que des fois, il y a des gens qui ont peur des répercussions. Parce que ce qu'on dit ici, dans cette émission, il y a beaucoup de gens... Toi, tu es courageuse aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens... je vais avoir le retour. Hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont... Après, tu vas voir, la Ligue des... Moi, je les cite. La Ligue des droits de l'homme, l'association Survie, qui sont extrêmement pro-Kagame, ils vont te dire, Koro, pourquoi tu as donné la parole à ce type-là? Il ne faut pas critiquer Kagame. Tu vois, madame Michaela Rong. Michaela Rong a écrit un livre qui est paru presque en même temps que le mien. Elle devait faire des conférences. Elle a loué son éditeur, Max Milo, a loué une salle, un hôtel, une salle pour sa conférence. 2 heures avant la conférence, l'événement a été annulé. D'accord. Wow. A été annulé. Énorme. Ouais. Des ordres sont venus de très haut. Il ne faut pas que cette femme parle, parce qu'elle donne la parole, parce qu'elle critique M. Kagame. Vendredi dernier, à l'IRIS, Institut de recherche internationale, de relations, Institut de relations internationales et stratégiques. Charles Onana, le Camerounais qui se bat aussi beaucoup pour le Congo et le Rwanda, il devait faire une conférence à l'IRIS. Elle a été annulée 1 heure avant. D'accord. Okay? Et après, en voulant savoir pourquoi, on a appris... C'est pour ça que tu m'as demandé plusieurs fois est-ce que l'émission était maintenue. Oui, c'est ça. Je pensais que... Ah non, elle est maintenue. Et donc, on a voulu savoir. Il y a des députés français qui ont influé sur l'IRIS pour annuler cette conférence. Finalement, elle s'est tenue à... l'organisatrice, que je salue, Tina Mwangelou, s'est battue pour avoir une salle dans une petite librairie Résistance, mais à la dernière minute, tu vois. Donc, là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose sur toi? Non, sur moi, est-ce que tu as un projet pour écrire un autre livre Oui, j'écris la suite de celui-ci. D'accord. Mais maintenant, il y a un chantier, j'espère qu'on ne va pas me voler mon titre, il y a un chantier, pourquoi il y a des millions de morts au Congo, tout ce que je t'explique pour les minerais, comment est-ce que ça se passe, les groupes armés, quels sont les groupes armés qui sévissent à gauche, à droite, quels dégâts ils ont fait ici et là, et quelles sont les origines de ces groupes armés. Donc c'est ça que je décortique déjà, j'accumule déjà la documentation, et ça va s'intituler, je le dis, parce qu'au moins là ça servira. Si quelqu'un me vole mon titre, tu seras témoin. Ouais, ça s'intitule Congo démocratique, je mets toujours démocratique entre guillemets. Congo démocratique, un pays richissime avec vue sur la mort. Assez fort.
Et là, je décris tous les viols et tout, comment, tout ce qu'on vient de dire, comment le pays est volé, par qui, et où vont les richesses volées et transitent au Rwanda, mais finissent dans nos téléphones portables. Je vais expliquer ça. Nous sommes tous un peu complices, quelque part. Et quelque part, mais on ne peut pas se passer de téléphone aujourd'hui, malheureusement. Mais je sais que dans chaque téléphone, il y a le sang de plusieurs Congolais.